Les jambes de Ruth ont lâché sans prévenir, et ses genoux ont heurté la neige alors que le monde commençait à s'assombrir autour d'elle, seule à 13 kilomètres du village. La robe en lambeaux, les chaussures détruites et l'hiver qui s'abattait sur elle comme une condamnation à mort. Jetée sur la route par le conducteur de la diligence lorsqu'elle n'a pas pu payer le dernier centime, âgée de 26 ans et terrifiée, car elle fuyait un homme qui l'avait achetée comme du bétail. Restez avec nous jusqu'à la fin. Abonnez-vous dès maintenant et indiquez dans les commentaires depuis quel pays ou quelle ville vous nous regardez pour voir jusqu'où va cette histoire. Car juste au moment où le froid a cessé de faire mal, ce signe qui annonce que la mort approche, Ruth entendit le bruit de sa botte au loin et comprit qu'à cet instant même, son destin était sur le point de changer pour toujours. Ses pieds étaient engourdis depuis des kilomètres. Et maintenant, l'engourdissement s'étendait de ses jambes à sa poitrine, enveloppant son cœur comme un poing. Quoi qu'il en soit, elle continua à marcher. Un pied, puis l'autre, puis un autre pied. La neige tombait plus fort maintenant. De gros flocons s'accrochaient à ses cils et fondaient sur ses joues comme des larmes, ou peut-être étinces des larmes. Ruth ne pouvait plus le distinguer. Elle ne ressentait rien d'autre que la douleur sourde de l'épuisement et le goût amer de l'échec dans sa bouche. 8 miles. Le cocher avait dit qu'il y avait 8 miles jusqu'à Haven Springs. C'était quelques heures plus tôt, avant qu'elle ne découvre qu'il lui manquait 2 $ pour payer le billet, avant qu'il n'arrête la diligence et ne jette sa malle sur la route comme si c'était un déchet, avant de s'éloigner sans se retourner. Tu aurais dû y penser avant de monter dans ma diligence, lui avait-il dit lorsqu'elle l'avait supplié de la laisser payer sa dette en travaillant. Ce n'est pas mon problème. Maintenant, elle allait mourir pour 2 $. Ruth rit, et le son qui sortit était brisé et déchiré. Son oncle, il lui avait dit quand elle l'avait supplié de la laisser travailler pour rembourser sa dette. Ce n'est pas mon problème. Maintenant, elle allait mourir pour 2 $. Ruth rit, et le son qui sortit était brisé et déchiré. Son oncle serait très content. Silas Crawford aussi. Tous ses problèmes résolus sans lever le petit doigt. L'idée de Crawford lui donna un nœud à l'estomac plus fort que le froid. La peur, le genre de peur qui l'avait poussé à s'enfuir, à voler de l'argent dans le bureau de son oncle et à acheter un billet pour aller aussi loin que possible vers l'ouest. Apparemment pas assez loin. Ruth trébucha sur son pied gelé, s'accrochant à quelque chose enfoui dans la neige. Elle tomba lourdement, ses mains amortissant à peine sa chute. Le choc lui fit claquer des dents et lui causa une douleur aiguë dans les bras. Lève-toi, se dit-elle. Lève-toi ou meurs. Mais son corps ne lui obéissait pas. La neige était douce contre sa joue, presque chaude comparée au vent qui traversait sa fine robe. Peut-être pourrait-elle se reposer là un instant, juste le temps de reprendre son souffle. Ses yeux se fermèrent. Le bruit des sabots venait de loin, comme un tonnerre grondant sur des montagnes lointaines. Ruth l'entendait, mais n'y trouvait aucun sens. Elle ne comprenait plus rien. Elle flottait quelque part entre le sommeil et la mort, et les deux lui semblaient tout aussi accueillants. Mademoiselle, dit une voix grave et rauque, pleine d'inquiétude, tandis que des mains la saisissaient par les épaules et la retournaient. Ruth essaya d'ouvrir les yeux, mais ses paupières étaient trop lourdes. Elle essaya de parler, mais ses lèvres ne bougeaient pas. Mon Dieu, les mains la soulevèrent de la neige. Des bras puissants l'enlacèrent et l'attirèrent vers quelque chose de solide et de chaud. Elle sentit qu'on la portait, elle entendit le rythme des pas crissant dans la neige. Elle sentit la chaleur s'infiltrer lentement dans son corps gelé. Puis, plus rien. Ruth se réveilla dans la lumière du feu et la confusion. Elle était allongée sur quelque chose de moelleux, recouverte de couvertures qui sentaient le cèdre et la fumée. Le plafond au-dessus d'elle était fait de rondins de bois brut qui dansaient avec les ombres projetées par un feu qui crépitait quelque part à proximité. Où était-elle? Comment était-elle arrivée là? Facile. Ruth tourna la tête vers la voie. Un homme était assis sur une chaise à côté d'elle, penché en avant, les coudes posés sur les genoux. À la lueur du feu, elle pouvait voir ses cheveux noirs bouclés dans son cou, une mâchoire forte recouverte d'une barbe naissante et des yeux de la couleur des nuages d'orage. Où? Sa voix ressemblait à un croassement. Elle déglutit et réessaya. Où suis-je? Dans mon ranch, et environ 11 kilomètres au nord de Haven Springs. L'homme se leva et s'approcha du feu. Je t'ai trouvé sur la route il y a environ 3 heures.
Au début, j'ai cru que tu étais morte. Ruth essaya de se redresser et le regretta aussitôt. Elle avait la tête qui tournait et son corps criait de douleur. L'homme se plaça immédiatement à ses côtés, posant sa main ferme mais douce sur son épaule. Ne fais pas ça, lui dit-il. Tu es encore à moitié gelé. Le docteur dit que tu as besoin de repos. Le docteur a envoyé mon contremaître le chercher quand je t'ai amené. Il est parti il y a 1 heure. Il a dit que tu avais eu de la chance qu'il te trouve à ce moment-là. 1 heure de plus et il n'a pas fini sa phrase. Ce n'était pas nécessaire. Ruth a soudain pris conscience de son état. Elle portait une chemise d'homme grande et douce qui n'était pas sa robe, et rien d'autre. Elle rougit malgré le froid qui lui glaçait encore les os. L'homme remarqua son malaise. Ma gouvernante t'a changé tes vêtements mouillés. Madame Chen, qui est chinoise, est venue ici à l'époque du chemin de fer. Elle dort maintenant, mais elle te rendra visite demain matin. Ruth acquiesça d'un signe de tête, n'osant pas parler. L'homme se rassit sur sa chaise, lui laissant de la place. Je m'appelle Caleb Thornton, dit-il. Voici le ranch Thornton. Avez-vous un nom, mademoiselle Ruth? Les mots sortirent avant qu'elle n'ait pu réfléchir. Ruth Mercer. Eh bien, Mel Mercer, pourriez-vous me dire ce que vous faisiez à moitié morte sur une route au milieu d'une tempête de neige? Ruth détourna le regard. Le feu crépitait et remplissait le silence. Le conducteur de la diligence m'a abandonné, dit-elle finalement. Il me manquait 2 $ pour payer le billet. Il vous a abandonné? La voix de Caleb était monotone. Avec ce temps, il a dit que ce n'était pas son problème. Fils de... Le juron était silencieux mais cruel. Quel conducteur? Celui qui fait la route du Nord ou celui de... Peu importe. Ruth s'enveloppa davantage dans les couvertures. C'est déjà fait. Je dois juste arriver à Haven Springs. Je suis censé y être la nouvelle enseignante. Caleb resta silencieux un moment. L'école n'attend personne avant la semaine prochaine. Je suis venu plus tôt. Je voulais m'installer avant le début des cours. D'où venez-vous? Ruth hésita. Je viens de Boston à l'origine. C'est très loin de Boston. Caleb ne la quittait pas des yeux. Vous fuyez quelque chose, Mel Mercer. La question était trop proche de la vérité. Les yeux de Ruth se remplirent de larmes et elle se détesta pour sa faiblesse. Je ne veux pas en parler. Cela me semble juste. Caleb se leva. Reposez-vous un peu. Demain, nous verrons ce que nous ferons. Il se dirigea vers la porte et, soudain, Ruth ne put supporter l'idée de rester seule. Monsieur Thornton, dit-elle en s'arrêtant et en se retournant. Merci, murmura-t-elle, de m'avoir sauvé la vie. Quelque chose brilla dans ses yeux gris. Ne me remerciez pas encore, Mel Mercer. Vous n'avez pas encore vu ce qu'on considère comme la civilisation à Haven Springs. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Maintenant, dormez. Vous êtes en sécurité ici. Après son départ, Ruth resta allongée à regarder le plafond, écoutant le crépitement du feu et le hurlement du vent dehors. En sécurité, elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle s'était sentie en sécurité. Peut-être ne l'avait-elle jamais été. Demain, elle devrait affronter la réalité, affronter les questions sur son passé, les soupçons sur les raisons qui pousseraient une femme à voyager seule à travers le pays vers un endroit où elle n'était jamais allée. Affronter la possibilité que Crawford l'ait déjà localisée là-bas. Mais cette nuit-là, enveloppée dans des couvertures qui sentaient le cèdre et la fumée, avec le souvenir de bras puissants qui la portaient à travers la neige, Ruth se permit d'espérer. Juste un peu, juste assez pour continuer à respirer. Le matin se leva, gris et froid. Ruth se réveilla au son de voix dans une autre pièce, étouffée mais claire. L'une était la voix grave de Caleb. L'autre était la voix d'une femme avec un léger accent qui parlait rapidement. Ruth se redressa lentement, testant son corps. Tout lui faisait mal, mais le vertige avait disparu. Elle se trouvait dans une chambre meublée, simplement mais propre, avec une fenêtre qui ne donnait sur rien d'autre que du blanc. La tempête continuait de rugir, ou ses séquelles, elle ne savait pas dire. La porte s'ouvrit et une petite femme entra, portant un plateau. Elle devait avoir environ 60 ans, avec des cheveux noirs aux mèches grises rassemblés en un chignon soigné et des yeux perçants qui ne manquaient rien. Elle laisse réveiller. La femme posa le plateau sur une petite table. « Bien. Monsieur Thornton était inquiet. Je lui ai dit que vous étiez jeune et forte. Vous survivrez. Mais il reste inquiet. Vous devez être Madame Chen. » « Oui.
Et vous êtes Mademoiselle Ruth Mercer, la femme que M. Thornton a ramenée de la neige comme si c'était un lapin gelé. Les lèvres de Madame Chen se crispèrent. Il n'avait pas ramené de femme chez lui depuis 5 ans. Les gens vont parler. Ruth sentit ses joues rougir. Je ne voulais pas causer de scandale. Un scandale? Madame Basso. Chen fit un geste de la main pour minimiser l'importance de la chose. Nous sommes dans le Wyoming. Nous avons des choses plus importantes à faire que de nous préoccuper de qui franchit le seuil de qui. Maintenant, mangez. Nous parlerons après. Le plateau contenait du thé, des toasts et quelque chose qui sentait le bouillon. L'estomac de Ruth rugit d'un bruit embarrassant. Je vais vous laisser manger. Madame Chen dit, Monsieur Thornton veut vous parler quand vous serez habillé. Votre mal est dans le coin. Votre robe est ruinée, mais je nettoierai et réparerai ce que je peux. Après le départ de la gouvernante, Ruth mangea rapidement, car son corps avait besoin de carburant après cette dure épreuve. Le bouillon était riche et chaud et lui réchauffait la poitrine à chaque gorgée. Lorsqu'elle eut terminé, elle ouvrit la malle et en examina le contenu. La plupart de ses vêtements étaient simples et pratiques. Mais au fond, enveloppée dans du papier, se trouvait sa seule belle robe, une laine bleu foncé, que sa mère lui avait achetée des années auparavant, avant que tout ne s'écroule. Ruth n'avait pas pu la laisser derrière elle, même si elle lui rappelait des temps meilleurs. Elle s'habilla avec soin, ses doigts maladroits boutonnant les boutons. Son reflet dans le petit miroir au-dessus de la commode n'était pas encourageant. Des cernes, des pommettes trop saillantes à cause de semaines de sous-alimentation, des cheveux emmêlés et ternes, malgré les efforts de Madame Chen pour les coiffer. « Je suis sale », pensa-t-elle, même si elle ne l'était plus. La saleté avait disparu, mais elle pouvait encore la sentir sur sa peau. Elle pouvait encore sentir le regard de Crawford sur elle, ce regard affamé qui lui avait donné envie de se frotter jusqu'à se faire mal. Un coup à la porte la fit sursauter. « Mademoiselle Mercer, c'est Caleb Thornton. » Ruth prit une profonde inspiration. « Entrez. » Caleb entra, se baissant légèrement pour passer le seuil de la porte. À la lumière du jour, il était encore plus imposant que dans ses souvenirs. Grand et large d'épaules, il avait ce genre de beauté burinée qui vient d'années de dur labeur en plein air. Il tenait quelque chose dans ses mains, un peigne et un morceau de ruban adhésif. Madame Chen dit, « Vous en aurez peut-être besoin. » Elle le lui tendit, sans la regarder dans les yeux, pour qu'elle se coiffe. Ruth le prit, déconcertée par sa maladresse. « Merci. » Caleb resta là un moment, comme s'il voulait dire quelque chose. Puis, il secoua légèrement la tête. « Le petit déjeuner est dans la cuisine. Quand tu seras prête, nous devrions discuter de la façon de t'emmener au village. » Après son départ, Ruth s'assit sur le bord du lit et commença à démêler ses cheveux emmêlés avec le peigne. C'était un processus lent, chaque nœud nécessitant patience et soin. Quand elle eut terminé, ses bras lui faisaient mal, mais ses cheveux étaient doux et propres. Elle les attacha avec un ruban, simple et pratique, et alla chercher Caleb. La maison du ranch était plus grande qu'elle ne l'avait imaginé. Une pièce principale avec une cheminée en pierre, une cuisine avec un poêle à bois et ce qui semblait être plusieurs chambres au bout d'un couloir. Tout était propre et bien entretenu, mais il y avait un manque, une absence de touche féminine qui trahissait une maison sans l'influence d'une femme. Caleb était assis à la table de la cuisine, une tasse de café devant lui. Il se leva lorsque Ruth entra. « Mademoiselle Mercer, asseyez-vous, je vous prie. » Elle s'assit en face de lui et accepta la tasse de café que Madame Chen lui tendit. La chaleur lui fit du bien, car le froid semblait s'être installé de façon permanente dans ses os. « Les tempêtes se sont calmées, dit Caleb. La route devrait être praticable dans l'après-midi. Je peux vous emmener au village et vous présenter au conseil scolaire. » « Faites-vous partie du conseil scolaire? » « Oui. » Il but une gorgée de café. « Moi, le révérend Hale Doc Morrison et Madame Petone, qui tient le magasin général. Cela fait des mois que nous cherchons un professeur. Votre lettre a été la première réponse prometteuse que nous avons reçue. » Ruth acquiesça, se souvenant des mensonges soigneusement rédigés dans cette lettre. Une expérience qu'elle n'avait pas vraiment, des références qu'elle avait inventées, une histoire qui n'avait pas grand-chose à voir avec la vérité. Monsieur Thornton. Caleb. Elle cligna des yeux. Caleb, il y a quelque chose que vous devez savoir avant que je vous présente à qui que ce soit. Il attendit, les yeux gris fixés sur son visage. Je ne le ferai pas.
Ruth eut du mal à trouver ses mots. Ma situation est compliquée. Il y a des gens qui pourraient venir me chercher. Des gens qui ne seraient pas contents de me trouver. Mon mari. Non. Le mot sortit plus brusquement qu'elle ne l'aurait voulu. Jamais. Je ne suis pas marié. Alors qui? Ruth fixa son café, les mots s'accumulant dans sa gorge comme un barrage sur le point de céder. Mon oncle était un homme appelé Silas Crawford. Sa voix n'était qu'un murmure. Mon père est mort il y a 3 ans. Il m'a tout laissé, la maison, l'entreprise, un petit héritage. Mon oncle était censé être mon tuteur jusqu'à ma majorité, mais il avait des dettes de jeu auprès de Crawford. Caleb serra les mâchoires, mais ne dit rien. Crawford a proposé d'effacer les dettes en échange de... Ruth ne pouvait pas le dire, elle ne pouvait pas articuler les mots. En échange de toi, finit Caleb à voix basse. Mon oncle a signé un contrat de mariage. Je ne l'ai su qu'une semaine avant le mariage. Les mains de Ruth tremblaient. Elle posa le café sur la table avant de le renverser. Crawford a 55 ans. Il a été marié 2 fois. Ses 2 épouses sont mortes dans des circonstances mystérieuses. Alors tu t'es enfui. J'ai volé de l'argent dans le bureau de mon oncle et j'ai acheté un billet pour l'Ouest. Je ne savais pas où j'allais, je savais juste que je devais m'éloigner le plus possible. Ruth leva enfin les yeux et regarda Caleb dans les yeux. Je comprends que tu ne veuilles pas m'aider maintenant. Si tu ne veux pas que le conseil scolaire engage quelqu'un comme moi, quelqu'un dans ma situation. Caleb resta silencieux pendant un long moment. Ruth se prépara à essuyer un refus, à subir le même mépris glacial que lui avait manifesté le conducteur de la diligence et les agents de vente de billets, qu'il avait regardé comme si elle était souillée. Mademoiselle Mercer. La voix de Caleb était douce. Ruth, ce que ton oncle a fait était mal. Ce que Crawford voulait faire était mal. Fuir était la chose la plus courageuse que tu pouvais faire. Ruth sentit les larmes couler sur ses joues. Elle ne s'attendait pas à de la gentillesse, plus maintenant. Le conseil scolaire t'embauchera sur la base de tes qualifications en tant que professeur, continua Caleb. Ton passé ne regarde que toi. Et si Crawford ou ton oncle viennent te chercher, dit-il en serrant les mâchoires, ils découvriront que les choses fonctionnent différemment ici. Eh bien, ils découvriront que les choses fonctionnent différemment ici. Tu ne me connais même pas, j'en sais assez. Caleb se pencha sur la table et posa sa main sur la sienne. Son contact était chaleureux, solide. Je sais que tu as marché 13 kilomètres dans une tempête de neige plutôt que d'abandonner. Je sais que tu étais prête à mourir plutôt que de retourner auprès d'un homme qui te traitait comme si tu lui appartenais. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur ton caractère. Ruth fixa leurs mains jointes et sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Elle avait été seule pendant si longtemps. Elle avait caché sa peur et sa honte pendant si longtemps. Avoir quelqu'un qui connaissait la vérité et ne lui tournait pas le dos était comme une première bouffée d'air frais après avoir failli se noyer. « Merci, murmura-t-elle. Ne me remercie pas encore. » Caleb retira sa main et son expression redevint comme d'habitude, réservée. Haven Springs n'est pas parfait. Certaines personnes vous jugeront simplement parce que vous êtes une femme célibataire qui voyage seule. Il y a une dame appelée Dorothy Peaton qui se considère comme la gardienne morale de la ville. Elle vous surveillera de près. Je peux gérer les ragots. Tant mieux, car il y en aura beaucoup. Caleb se leva. Reposez-vous ce matin. Nous partirons pour la ville cet après-midi. Et Molly Mercer? Oui. Cette robe que tu portes, la bleue? Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Elle met tes yeux en valeur. Après son départ, Ruth resta assise à table pendant un long moment, la main pressée contre son cœur, sentant ses battements qui ressemblaient presque à de l'espoir. Le trajet jusqu'à Haven Springs dura près de 2 heures. La tempête avait recouvert les routes de neige et le cheval de Caleb avançait prudemment entre les tas de neige. Ruth s'assit à côté de lui sur le siège de la voiture, emmitouflée dans un manteau que Mme Chen avait insisté pour lui prêter. « C'est la maison des Morrison, dit Caleb en montrant une ferme au loin. Doc et sa femme ont 3 enfants en âge scolaire. La ferme des Hendricks se trouve juste derrière cette colline. 7 enfants, dont des jumeaux, qui sont un véritable enfer, selon tous ceux qui ont essayé de leur enseigner. » Ruth écoutait, enregistrant les noms et les détails. Ce seraient ses élèves, leur famille, sa communauté. Après des années d'isolement dans la maison de son oncle, l'idée d'appartenir à un endroit était presque insupportable.
Ils arrivèrent au sommet d'une colline et Haven Springs apparut devant leurs yeux. La ville était plus petite que Ruth ne l'avait imaginé, avec une rue principale bordée de bâtiments en bois, une église avec un clocher blanc et des maisons éparpillées qui s'étendaient vers les collines environnantes. De la fumée s'échappait des cheminées et on voyait des gens se déplacer entre les bâtiments malgré le froid. Ce n'est pas grand-chose, dit Caleb en observant son visage. Mais c'est chez moi. C'est parfait, murmura Ruth. Caleb conduisit la voiture dans la rue principale, saluant d'un signe de tête les gens qui s'arrêtaient pour regarder la femme inconnue à ses côtés. Ruth sentait leur regard posé sur elle et essayait de ne pas se recroqueviller sous leur examen scrutateur. Ils s'arrêtèrent devant un bâtiment de 2 étages avec une enseigne indiquant « Peaton's General Store ». « Nous ferions mieux de commencer par le plus difficile, » dit Caleb. « Madame Peaton fait partie du conseil scolaire. Elle voudra vous rencontrer avant de signer quoi que ce soit. » Ruth descendit de la voiture, les jambes engourdies par le froid du voyage. Caleb lui offrit son bras et elle le prit, reconnaissante de son soutien. Le magasin était chaleureux et bondé, rempli de toutes sortes d'articles, des rouleaux de tissus aux outils agricoles. Derrière le comptoir se tenait une femme d'environ 45 ans, aux traits anguleux et sévères, aux cheveux châtains parsemés de mèches grisées relevées en un chignon serré. Monsieur Thornton. Les yeux de la femme se posèrent sur Ruth. Et qui est-ce? Madame Peaton. Voici mademoiselle Ruth Mercer, la nouvelle enseignante. Dorothy Peaton regarda Ruth avec un scepticisme évident. Celle de Boston. Nous ne l'attendions pas avant la semaine prochaine. Je suis venu plus tôt, dit Ruth d'une voix ferme. Je voulais m'installer avant le début des cours. Je vois. Le regard de Madame Peaton s'arrêta sur le manteau emprunté que Ruth portait sur sa silhouette mince, sur les cernes sous ses yeux. Et comment se fait-il qu'elle soit venue avec M. Thornton? J'ai trouvé Mademoiselle Mercer sur la route hier après-midi, dit Caleb avant que Ruth n'ait pu répondre. Le conducteur de la diligence l'a abandonnée alors qu'il lui manquait 2 $ pour arriver à la foire. Madame Peaton haussa les sourcils. Il l'a abandonnée au milieu d'une tempête de neige. Oui, madame, et vous l'avez amenée à votre ranch pour qu'elle y passe la nuit. Madame Chen était là tout le temps, dit Caleb d'un ton irrité. Mademoiselle Mercer était à moitié gelée quand je l'ai trouvée. Auriez-vous voulu que je la laisse dans la neige? Madame Peaton pinça les lèvres, mais ne dit rien. Je remercie M. Thornton pour sa gentillesse, dit Ruth à voix basse. Sans lui, je serais morte. J'espère que ma situation n'affectera pas la décision du conseil scolaire de m'embaucher. Pendant un long moment, Madame Peaton se contenta de la regarder. Puis, de manière inattendue, son expression s'adoucit légèrement. « Vous avez eu un voyage difficile, mademoiselle Mercer. Je le vois. » Elle s'approcha du comptoir. « L'école se trouve de l'autre côté du village. Il y a une petite maison attenante où vous vivrez. Je demanderai à mon fils de vous apporter quelques provisions ce soir. » Ruth se sentit soulagée. « Merci, Madame Peaton. Ne me remerciez pas encore. Je vous surveillerai de près. Ce village a des règles et j'attends de notre enseignante qu'elle les respecte. » Elle se tourna vers Caleb. « Le conseil d'administration au complet se réunira demain après-midi à l'église pour approuver officiellement votre nomination. J'en informerai le révérend Hale et le docteur Morrison. » En sortant du magasin, Ruth poussa un soupir qu'elle n'avait pas remarqué qu'elle retenait. « Ça s'est mieux passé que prévu, » dit Caleb avec une pointe d'amusement. « Ah bon? Dorothy Peaton a fait fuir 3 professeurs potentiels avant même qu'ils aient défait leur valise. Le fait qu'elle soit prête à te donner une chance, c'est pas... » Il secoua la tête. « Elle a dû voir quelque chose en toi. » L'école était un petit bâtiment en bois peint en blanc, avec un clocher et une rangée de fenêtres sur l'un des côtés. Derrière, il y avait une petite maison à peine plus grande qu'une chambre individuelle, avec une cheminée en pierre et un porche couvert. Caleb aida Ruth à porter sa malle à l'intérieur. La cabane était simple mais propre. Un lit, un poêle, une petite table avec 2 chaises et un fauteuil à bascule près de la fenêtre. « Ce n'est pas grand-chose, » répéta Caleb. « C'est à moi. » Ruth passa la main sur le dossier du fauteuil à bascule. « C'est tout ce qui compte. » Caleb l'observa, une expression indéchiffrable dans ses yeux gris. « Je devrais retourner au ranch, le vieux High, qui est mon contremaître, et Ram Washington. Il va s'inquiéter si je tarde trop. » Bien sûr, Ruth l'accompagna jusqu'à la porte. « Merci encore pour tout. » Caleb s'arrêta sur le seuil. « La réunion du conseil d'administration est demain à 7 heures.
Si tu veux, je peux t'accompagner. J'aimerais bien. Il acquiesça, toucha le bord de son chapeau et partit. Ruth resta sur le pas de la porte, le regardant jusqu'à ce que sa calèche disparaisse au détour du chemin. Puis elle ferma la porte, s'y appuya et se permit enfin de pleurer. Non pas de tristesse ni de peur, mais de soulagement. Elle avait réussi. Malgré tout, malgré la trahison de son oncle, la persécution de Crawford, la cruauté du cocher, la tempête qui avait failli la tuer, elle avait réussi. Et elle n'était pas seule. Cette nuit-là, Ruth défit de sa malle à la lueur d'une bougie et rangea ses maigres possessions dans sa nouvelle maison. Au fond, sous les vêtements et les livres, elle trouva la lettre qu'elle avait écrite, mais qu'elle n'avait jamais envoyée, celle adressée à Silas Crawford. « Je ne serai jamais ta propriété, disait-elle. Je ne serai jamais la propriété de personne. Je préfère mourir libre plutôt que de vivre comme ta prisonnière. Ne viens pas me chercher. Tu ne me trouveras pas, et si tu le fais, tu regretteras de l'avoir fait. » Ruth n'avait pas eu le courage de l'envoyer, mais elle l'avait conservé comme un rappel de qui elle était, de qui elle luttait pour devenir. Elle plia soigneusement la lettre et la rangea dans le tiroir à côté de son lit. Puis elle se glissa sous les couvertures que Madame Chen avait insisté pour lui apporter, écouta le vent hurler dehors et se laissa emporter par le rêve d'un avenir où elle serait plus qu'un prix à payer pour les dettes de quelqu'un d'autre. Le lendemain matin, elle commencerait à construire cet avenir, jour après jour, choix après choix, en commençant dès maintenant. La réunion du conseil d'administration se déroula mieux que Ruth n'avait osé l'espérer. Le révérend Hale, un homme à la voix douce et au regard bienveillant, lui réserva un accueil chaleureux. Le docteur Morrison lui posa des questions pratiques sur son expérience dans l'enseignement et sembla satisfait de ses réponses. Même Madame Petton, bien qu'elle continuât à l'observer de son regard perçant, vota en faveur de sa nomination. Caleb avait peu parlé pendant la réunion, mais Ruth avait senti sa présence constante, comme une encre. Ensuite, il l'avait raccompagnée chez elle dans l'air froid de la nuit. « Tu t'en es très bien sorti, lui avait-il dit. J'étais terrifié. Ça ne s'est pas vu. » Il s'était arrêté devant la porte de sa maison. « Les cours commencent lundi. Tu as 4 jours pour te préparer. Si tu as besoin de quoi que ce soit, de matériel, de conseils, d'aide pour déplacer des meubles, préviens le ranch. Tu as déjà fait beaucoup. Je n'en ai pas fait assez. » Leurs regards se croisèrent à la lumière de la lune, et Ruth sentit un picotement dans sa poitrine. « Bonne nuit, Mademoiselle Mercer. » Ruth, corrigea-t-il à voix basse. « Je t'en prie. » Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « Bonne nuit, Ruth. » Les jours suivants se sont écoulés dans un tourbillon de préparatifs. Ruth a nettoyé l'école de fond en comble, rangé les manuels scolaires et les tableaux noirs, et planifié sa première semaine de cours. Maggie O'Sullivan, la propriétaire de la pension, est venue avec un panier de provisions et est restée pour aider à nettoyer les pupitres. « Ne t'inquiète pas des regards qu'ils te lancent, » dit Maggie, avec son fort accent irlandais. « Les petits villages se méfient des étrangers, donne-leur du temps. Et s'ils ne se décident pas, Maggie rit. Alors tu m'auras moi, Madame Chen, et ce beau rancher qui semble incapable de s'éloigner de ton porche. » Les joues de Ruth rougirent. Monsieur Thornton est simplement gentil. C'est comme ça qu'on appelle ça? Les yeux de Maggie brillèrent. Chérie, Caleb Thornton n'a été gentil avec aucune femme depuis la mort de sa fiancée il y a 5 ans. Le fait qu'il s'intéresse à toi, c'est déjà quelque chose. Elle secoua la tête. Eh bien, c'est déjà ça. Ruth ne sut quoi répondre. Alors elle changea de sujet et lui posa des questions sur les familles dont elle allait enseigner les enfants. Maggie accepta et lui expliqua comment fonctionnait le village, qui était ami avec qui, quelles familles avaient des inimitiés remontant à plusieurs générations et quels enfants auraient besoin de plus de patience. « Les enfants des Thornton sont des petits anges, » dit Maggie. « Le frère de Caleb, William, en a 4. La plus jeune, une fille prénommée Hope, a 6 ans. Elle te suivra probablement comme un petit chien. Caleb a un frère ici, et une belle-sœur, Clara. Elle attend son 5e enfant. Je l'ai alité depuis des semaines. » Maggie rassembla ses affaires. « Tu devrais les rencontrer. Clara a hâte d'avoir de la compagnie. » Le lundi matin, le temps était froid et ensoleillé. Ruth se tenait à la porte de l'école, observant les familles qui arrivaient de toutes les directions. Des voitures, des chevaux et des enfants à pied,
tous convergeant vers le petit bâtiment blanc où elle allait tenter de façonner leur avenir. Ses mains tremblaient, Mademoiselle Mercer. Elle se retourna et vit une fillette d'environ 6 ans qui la regardait de ses grands yeux bleus, les mêmes yeux bleus que Caleb. Oui, je suis Hope Thornton. Oncle Caleb m'a dit de me présenter correctement, et la petite fille fit une révérence maladroite. Il a dit que vous étiez la femme la plus courageuse qu'il ait jamais connue. Le cœur de Ruth se serra. Il a dit ça? Oui. Il a dit que vous aviez traversé une tempête de neige et que vous n'aviez pas abandonné, même si vous auriez probablement dû le faire. L'expression de Hope devint sérieuse. Je trouve ça très courageux. Moi, j'ai peur rien qu'à l'idée d'aller aux toilettes extérieures la nuit. Malgré sa nervosité, Ruth se surprit à sourire. Cela demande aussi du courage, Hope. La petite fille sourit radieusement. D'autres enfants arrivèrent. Ruth fut plongée dans le chaos de son premier jour. 30 élèves âgés de 6 à 16 ans, tous avec des besoins et des capacités différents. À midi, elle était épuisée. À 3 heures, lorsque la cloche a sonné, elle pouvait à peine tenir debout, mais elle avait réussi. Alors que les enfants sortaient en file indienne, bavardant et riant, Ruth s'est laissée tomber sur sa chaise et a poussé un long soupir. Elle avait survécu à son premier jour. Elle a levé les yeux et a vu Caleb à la porte, son chapeau à la main. Ruth a esquissé un sourire fatigué. « Votre nièce est adorable. J'espère qu'elle n'a pas cessé de parler de vous toute la semaine. Mademoiselle Mercer ceci, Mademoiselle Mercer cela. » Caleb entra. « Clara veut vous rencontrer. Elle m'a envoyé vous inviter à dîner au ranch. William vous ramènera ensuite à la maison. Je ne veux pas m'imposer. Clara est alitée depuis un mois. Crois-moi, tu lui rendrais service. » L'expression de Caleb s'adoucit. « Et j'aimerais que tu rencontres mon frère. C'est un homme bien. » Ruth hésita. Les avertissements de Mme Piton sur sa réputation résonnaient dans son esprit. Mais la chaleur dans les yeux de Caleb rendait cet avertissement insignifiant et mesquin. « D'accord, dit-elle, j'adorerais. » La maison du ranch Thornton était plus grande que Ruth ne l'avait imaginé lors de son bref séjour. Ce qu'elle avait vu était la maison de célibataire où Caleb vivait seul. La maison principale, où William et Clara résidaient avec leurs enfants, était une vaste structure entourée d'un porche et d'où s'échappait de la fumée de plusieurs cheminées. Clara Thornton était une femme menue, aux cheveux châtain-roux et au sourire chaleureux qui mit immédiatement Ruth à l'aise. « Ne fais pas attention au désordre, » dit Clara en désignant d'un geste la chambre où elle était allongée sur des oreillers. « 4 enfants et un bébé en route. Je n'ai pas beaucoup de temps pour ranger. » « C'est magnifique, » dit Ruth sincèrement, « et bien plus accueillant que tous les endroits où j'ai séjourné depuis longtemps. » Clara la regarda dans les yeux. « Caleb nous a dit qu'il t'avait trouvé sur la route. »« Pauvre petite, je vais bien maintenant, grâce à ton beau-frère. Caleb est un homme bon. Le meilleur, en fait, même s'il ne l'admettrait jamais. » Clara tapota le bord du lit. « Assieds-toi. Parle-moi de toi. D'où viens-tu? Qu'est-ce qui t'a amené ici? » « Tout. J'ai soif de conversation adulte. » Ruth s'assit, ne sachant pas trop quoi partager. Mais l'attitude ouverte et amicale de Clara facilita la conversation. Elle se retrouva bientôt à raconter toute l'histoire. La mort de son père, la trahison de son oncle, Crawford et le contrat, sa fuite. Clara l'écouta sans l'interrompre, son expression devenant de plus en plus sombre à mesure que les détails étaient révélés. « C'est monstrueux, dit-elle lorsque Ruth eut terminé. Te vendre comme si tu étais un bien en ces temps-ci. Cela arrive plus souvent que les gens ne le pensent. »« Pas ici, » dit Clara d'une voix ferme. « Pas à Haven Springs. Cette communauté protège les siens. Et maintenant, tu es l'une des nôtres, Ruth. » Qu'elle s'en rende compte ou non, ces mots remplirent les yeux de Ruth de larmes. Un coup à la porte interrompit ce moment. William Thornton entra, un homme grand et large d'épaules qui ressemblait à une version légèrement plus douce de son frère. « Mesdames, le dîner est prêt. » Il fit un signe de tête à Ruth. « Mademoiselle Mercer a beaucoup parlé de vous aux enfants. Ils vous trouvent formidable. Ils exagèrent. »« Ce n'est pas vrai, » William sourit. « Caleb est dans la salle à manger. Je vous préviens, il tourne en rond comme un loup en cage depuis votre arrivée. » Clara et William échangèrent un regard que Ruth ne sut interpréter. Le dîner fut chaotique et merveilleux. Les 4 enfants Thornton parlaient tous en même temps, partageant leurs anecdotes sur leur premier jour d'école. Hope insista pour s'asseoir à côté de Ruth et la bombarda de questions entre 2 bouchées. «
Caleb s'assit de l'autre côté de la table, plus silencieux que le reste de sa famille, mais avec une présence que Ruth trouva réconfortante. Chaque fois qu'elle levait les yeux, son regard était fixé sur elle. Après le dîner, William raccompagna Ruth chez elle, comme il l'avait promis. Le trajet fut calme, la nuit froide et claire. « Mon frère t'aime bien, dit soudain William. Ruth sentit ses joues rougir. Nous venons juste de nous rencontrer. Peu importe. Caleb n'est pas un homme qui se lie facilement. Il a perdu notre mère quand il avait 15 ans. Il a perdu sa fiancée il y a 5 ans. Depuis, il s'est construit des murs. William la regarda. On dirait que vous avez trouvé une porte pour les franchir. Je ne cherche pas. Je ne dis pas que c'est le cas. Je fais simplement une observation. William s'arrêta devant sa cabane. Caleb est un homme bien, mademoiselle Mercer. Le meilleur que je connaisse. Mais c'est aussi le plus têtu. S'il décide que vous n'êtes pas intéressé, vous devrez le lui dire directement. Il ne comprendra pas les allusions. Ruth descendit de la voiture, l'esprit en ébullition. Merci de m'avoir accompagné, Monsieur Thornton. William, et je vous en prie. Ce soir-là, Ruth s'endormit en repensant à ce que William avait dit au sujet des murs et des portes, et d'un homme qui n'avait laissé personne l'approcher depuis 5 ans. Elle ne cherchait pas l'amour. Elle s'était enfuie dans le Wyoming pour échapper à un traitement de propriété, pas pour s'unir à un autre homme. Mais Caleb n'était pas comme Crawford. Il n'était comme aucun des hommes qu'elle avait connus. Il la traitait avec respect, pas comme une possession. Il ne lui demandait rien, n'attendait rien, et quand il la regardait, elle se sentait vue, vraiment vue pour la première fois depuis la mort de son père. Les semaines passaient à un rythme que Roth en vain a aimé. L'enseignement remplissait ses journées de sens. Les enfants étaient à la fois difficiles et gratifiants. Les jumeaux Hendricks étaient vraiment insupportables, mais ils réagissaient à la patience. La timide Sarah Jenkins s'épanouissait sous la douce encouragement de Ruth, et Hope Thornton était exactement comme Maggie l'avait prédit, suivant Ruth comme un petit chien dévoué. Caleb devint une présence régulière dans sa vie. Il venait à l'école presque tous les après-midi, proposant de la raccompagner chez elle, de l'aider à faire des réparations ou simplement de s'asseoir et de l'écouter lui raconter sa journée. Leurs conversations devinrent plus longues et plus profondes, abordant des sujets que Ruth n'avait jamais discutés avec personne. Elle lui parla de sa mère, décédée quand Ruth avait 12 ans, de son père qui avait été tout son univers jusqu'à ce que la fièvre l'emporte, de la solitude de vivre sous le toit de son oncle, sachant qu'elle n'était qu'un fardeau dont il fallait se débarrasser. Caleb lui raconta la mort de sa mère, comment cela avait brisé son père et laissé 2 jeunes enfants qui devaient s'élever seuls. Il lui parla d'Elena, sa fiancée, qui avait contracté la scarlatine 3 semaines avant leur mariage et était morte dans ses bras. « Je m'en suis voulu », admit-il un après-midi, alors qu'ils étaient assis sous le porche de Ruth à regarder le coucher du soleil. « Je n'arrêtais pas de penser que si j'avais fait quelque chose différemment, si j'avais appelé le médecin plus tôt, peut-être tu n'aurais pas pu la sauver, dit Ruth avec délicatesse. Il y a des choses qui échappent à notre contrôle. Je le sais maintenant, il m'a fallu des années pour l'accepter. Il se tourna vers elle, ses yeux gris, intenses, la fixant. Tu es la première personne à qui je parle d'Elena depuis sa mort. Pourquoi moi? Parce que tu comprends. Il tendit la main et lui toucha brièvement la main. Tu sais ce que c'est que de tout perdre et de devoir repartir de zéro. Le cœur de Ruth se serra d'un sentiment qu'elle craignait de nommer. Cette nuit-là, elle rêva des yeux de Caleb, de ses mains puissantes qui la soulevaient de la neige, de sa voix qui lui disait qu'elle était en sécurité. Elle se réveilla avec le soleil qui entrait par la fenêtre et la certitude qu'elle avait des ennuis, de gros ennuis, qui n'avaient rien à voir avec Crawford ou son oncle. 1 mois après l'arrivée de Ruth à Haven Springs, les problèmes qu'elle fuyait l'avaient finalement rattrapée. Elle disait au revoir aux enfants lorsqu'elle aperçut l'inconnu. Il se tenait de l'autre côté de la rue, regardant vers l'école. C'était un homme bien habillé, d'une 50aine d'années, corpulent et au visage rouge, avec de petits yeux que Ruth reconnut même de loin. Ce n'était pas Crawford. C'était son avocat, un homme appelé Whitmore, qui avait rédigé le contrat de mariage. Ruth sentit son sang se glacer. Elle garda son sang-froid pendant que les enfants sortaient, souriant et saluant de la tête comme si de rien n'était, mais ses mains tremblaient lorsqu'elle ferma la porte de l'école. Whitmore traversait la rue pour venir vers elle. « Mademoiselle Mercer, dit-il d'une voix douce et mielleuse,
Ou devrais-je dire, future Madame Crawford, vous nous avez tenus en haleine. Je n'ai rien à vous dire. Non, pas même pour discuter de la plainte pour rupture de contrat que nous préparons. Le sourire de Whitmore donna la chair de poule à Rod. Votre oncle a signé un accord légal. Vous faisiez partie de cet accord. Fuir n'annule pas vos obligations. Je n'ai rien signé. Nous avons des documents qui prouvent le contraire. Ruth eut un haut le cœur. La signature était falsifiée. Elle l'avait redouté depuis le début. Ces documents sont frauduleux. C'est à un tribunal d'en décider. Whitmore s'approcha. Monsieur Crawford est disposé à se montrer généreux. Revenez à Boston, remplissez vos obligations conjugales et tout sera pardonné. Si vous continuez à résister, nous n'aurons d'autre choix que d'engager des poursuites judiciaires. Si nécessaire, nous la ramènerons menottée. Vous ne pouvez pas faire ça, n'est-ce pas? Les yeux de Whitmore brillaient de malice. Nous sommes à la frontière, mademoiselle Mercer. Une femme seule a peu de protection. Elle n'a pas de famille pour parler en sa faveur, ni de mari pour la défendre. Qui croira sa parole face à celle d'homme d'affaires respecté de Boston? Ruth sentit le sol se dérober sous ses pieds. Tout ce qu'elle avait construit ici, tout ce qu'elle avait espéré, pouvait s'effondrer en un instant. Y a-t-il un problème ici? La voix de Caleb était dure comme la pierre. Il apparut à côté de Ruth, plaçant sa haute silhouette de manière protectrice entre elle et Whitmore. Old High se plaça légèrement derrière lui, une main posée sur la crosse de son pistolet. Le sourire mielleux de Whitmore s'effaça. C'est une affaire privée. Ce n'est plus le cas. Caleb serra la mâchoire. Quelle que soit votre affaire avec mademoiselle Mercer, vous pouvez l'exposer devant moi. Et vous êtes Caleb Thornton. Je fais partie du conseil municipal. Et mademoiselle Mercer est sous la protection de cette communauté. Whitmore plissa les yeux. Une protection contre quoi? Un accord commercial légitime. Contre des hommes qui falsifient des documents et tentent de forcer des femmes à contracter des mariages qu'elles ne souhaitent pas. Caleb baissa la voix. Dangereux. Je sais qui vous représentez, Monsieur Whitmore. Je sais qui est Silas Crawford. Et je vous dis dès maintenant que vous ne trouverez pas de proie facile à Haven Springs. Vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez. Je sais exactement dans quoi je m'embarque. Caleb s'approcha de Whitmore, et sa taille imposante devint soudain intimidante. Partez maintenant et dites à Crawford que s'il veut Ruth Mercer, il devra passer par toute cette ville pour la voir. Whitmore resta immobile un instant, mais quelque chose dans les yeux de Caleb lui fit penser qu'il valait mieux ne pas discuter. Il recula d'un pas, puis d'un autre. Ce n'est pas fini, dit-il. Monsieur Crawford n'abandonne pas facilement. Nous non plus. Lorsque Whitmore disparut dans la rue, Ruth expira l'air qu'elle retenait sans s'en rendre compte. Comment le savais-tu? Le vieux Hill l'a vu descendre du bus ce matin. Il semblait y avoir des problèmes. L'expression de Caleb s'adoucit lorsqu'il se tourna vers elle. Tu vas bien? Non. La voix de Ruth se brisa. Il dit, vous avez des documents, un contrat signé. S'ils vont au tribunal, nous les combattrons au tribunal. Moi, je n'ai rien, ni argent, ni famille, non. Vous, vous avez cette ville. Caleb la saisit par les épaules, la forçant à le regarder dans les yeux. Tu as des gens qui croient en toi. Ça compte ici. Caleb, tu ne comprends pas. Crawford a de l'argent et de l'influence. Il peut acheter des juges, soudoyer des fonctionnaires. Je l'ai vu faire. Il ne peut pas m'acheter. La voix de Caleb était féroce. Il ne peut pas acheter le révérend Hale, ni le docteur Morrison, ni personne d'autre à Haven Springs. Nous ne fonctionnons pas ainsi. Ruth voulait le croire, mais la peur était un poids froid sur sa poitrine qui écrasait son espoir. « Je devrais partir, murmura-t-elle, avant de causer plus de problèmes à cette ville, avant de... » Non. Le mot était catégorique, définitif. « Ruth, regarde-moi. » Les mains de Caleb quittèrent ses épaules pour caresser doucement son visage malgré son urgence. « Tu ne vas pas t'enfuir, plus maintenant. Nous allons rester et nous battre ensemble. Tu comprends pourquoi? » La question jaillit d'elle avec désespoir. « Pourquoi est-ce si important pour toi? Nous nous connaissons depuis à peine un mois. Je ne suis personne pour toi. Tu n'es personne. » La voix de Caleb s'adoucit et il caressa ses joues avec ses pouces. « Tu es la femme la plus courageuse que j'ai jamais connue. Tu as traversé une tempête de neige plutôt que d'abandonner. Tu t'es construit une vie ici à partir de rien. Et tu me fais ressentir quelque chose. » Il cessa de chercher ses mots. Ressentir quoi? Qu'il y a une raison d'espérer à nouveau.
Ses yeux gris plongèrent dans des siens. Je n'ai pas ressenti cela depuis 5 ans, Ruth. Pas depuis la mort d'Elena. Et puis tu es apparu, à moitié gelé sur la route. Et quelque chose a changé. Le cœur de Ruth battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Ruth, je ne te demande rien, dit-il rapidement. Je sais que tu as vécu l'enfer. Je sais que la dernière chose dont tu as besoin, c'est d'un autre homme qui te fasse des demandes. Mais je veux que tu saches que quoi qu'il arrive avec Crawford, quoi qu'il arrive après, tu ne seras pas seul. Je ne te laisserai pas seul. Les larmes coulaient sur les joues de Ruth. Elle ne pouvait s'en empêcher. Après des mois passés à être poursuivie, à se sentir comme un bien que l'on achetait et vendait, voici qu'un homme la voyait comme une personne qu'il voulait protéger, non pas parce qu'elle lui appartenait, mais parce qu'il se souciait d'elle. Je ne sais pas comment faire, admet-elle. Je ne sais pas comment faire confiance. Comment laisser quelqu'un entrer dans ma vie. Alors, nous le découvrirons ensemble. Caleb sourit légèrement. Je ne suis pas vraiment un expert non plus. Ruth rit à travers ses larmes, puis, sans le prévoir, sans y penser, elle se mit sur la pointe des pieds et l'embrassa. Ce fut bref, juste un effleurement des lèvres. Mais lorsqu'elle s'écarta, les yeux de Caleb s'écarquillèrent de surprise. Je suis désolé, dit Ruth, soudainement gênée. Je n'aurais pas dû faire ça. Caleb lui rendit son baiser. Cette fois, il ne fut pas bref. Il l'enlaça et l'attira vers lui. Et Ruth sentit quelque chose se briser en elle. Tous les murs qu'elle avait construits, toute la carapace qu'elle avait portée, tout s'effondra. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux haletants, Caleb appuya son front contre le sien. « Ne t'excuse pas, dit-il doucement. Ne t'excuse jamais pour ça. » Ils restèrent ensemble jusqu'au coucher du soleil, deux personnes brisées qui avaient trouvé en l'autre quelque chose qui les rendait complètes. Mais même si Ruth se permettait d'espérer, elle savait que le combat n'était pas terminé. Whitmore allait retourner voir Crawford avec des nouvelles de sa localisation. Et Crawford n'était pas un homme qui acceptait la défaite. Une tempête se préparait, et cette fois, Ruth était déterminée à l'affronter. 2 semaines s'écoulèrent après la visite de Whitmore. Ruth essaya de reprendre une vie normale, donnant des cours, préparant ses leçons, passant ses après-midi avec Caleb. Mais la peur ne la quittait jamais complètement. Chaque inconnu qui arrivait en ville faisait bondir son cœur. Chaque coup frappé à sa porte la paralysait. Caleb s'en rendit compte. Bien sûr qu'il s'en rendit compte. « Tu ne dors pas, » lui dit-il un soir alors qu'ils étaient assis sous le porche. « Je le vois dans tes yeux. J'attends que quelque chose de mauvais arrive. Crawford n'est pas encore arrivé. Il ne viendra peut-être pas. » Ruth secoua la tête. « Il viendra. Les hommes comme lui n'acceptent pas le rejet. Il ne s'agit plus de moi. Il s'agit de gagner, de contrôler. » Caleb serra les mâchoires. « Alors nous serons prêts. » Mais Ruth n'était pas sûre que quiconque puisse être prêt à affronter Silas Crawford. Le télégramme arriva un mardi matin. Ruth était en train d'écrire des problèmes d'arithmétique au tableau lorsque le shérif Brennan apparut à la porte. C'était un homme calme, d'une 60aine d'années, au visage ridé et aux yeux qui avaient trop vu. « Monsieur Mercer, pouvons-nous parler? » Ruth s'excusa et confia la file de Maggie à la classe. Dehors, le shérif lui tendit un papier plié. « Ceci est arrivé ce matin. J'ai pensé que vous devriez le voir avant tout le monde. » Ruth déplia le télégramme avec des doigts tremblants. Arrivé à Haven Springs, 15 décembre. Arrêtez le marshal fédéral avec mandat. Toute résistance sera réprimée par la force. Stop comme Crawford. 15 décembre d'erreur. Il restait 3 jours. Un marshal fédéral. Ruth murmura. Il a acheté un marshal fédéral. On dirait bien. La voix du shérif Brennan était sombre. J'ai envoyé un message au juge territorial à Cheyenne. Je lui ai demandé d'examiner la situation, mais il n'arrivera pas ici avant Crawford. Que dois-je faire? Vous avez le choix. Vous pouvez fuir à nouveau, vous diriger plus à l'ouest, ou vous pouvez rester et vous battre. Si je fuis, il continuera à me poursuivre. Probablement. Le shérif scruta son visage. Si vous restez, rien ne garantit que nous pourrons vous protéger. Un marshal fédéral a un rang supérieur au mien. S'il dispose de documents légitimes, des documents basés sur une signature falsifiée, vous devrez le prouver devant les tribunaux, et les tribunaux prennent du temps. L'esprit de Ruth tournait à toute vitesse. 3 jours. Elle avait 3 jours pour trouver un moyen de se sauver d'un homme aux ressources illimitées et sans scrupules. Caleb est-il au courant? Thornton. Pas encore.
J'ai pensé que tu voudrais lui en parler toi-même. Ruth acquiesça lentement. Oui, c'est moi qui devrais lui en parler. Elle trouva Caleb au ranch cet après-midi-là, en train de réparer les clôtures du pâturage nord. Il la vit approcher et laissa immédiatement tomber ses outils, le visage marqué par l'inquiétude. Ruth, qu'y a-t-il? Elle lui tendit le télégramme sans dire un mot. Caleb le lut et son expression s'assombrit à chaque ligne. Lorsqu'il eut terminé, il froissa le papier dans son poing. Shérif fédéral. Ce serpent menteur s'est acheté un shérif fédéral. Caleb, je devrais peut-être partir si je pars maintenant. Non. Le mot fut féroce et catégorique. Je t'ai déjà dit que tu ne t'enfuirais pas. Nous allons nous battre ensemble contre cela. Ce n'est pas comme affronter Whitmore. Crawford a désormais une autorité légale. Ou du moins, il a acheté quelqu'un qui en a une. Une autorité légale fondée sur la fraude. Caleb la saisit par les épaules. Ruth, écoute-moi, ce contrat a été falsifié. Tu n'as jamais accepté de l'épouser. Peu importe les papiers qu'il montre, cela ne change rien à la vérité. La vérité n'a pas d'importance quand on a le pouvoir. Ici, et elle compte. Les yeux de Caleb se fixèrent sur les siens. Nous sommes dans le Wyoming, pas à Boston. Nous ne nous plions pas devant des fonctionnaires corrompus. Nous ne vendons pas notre peuple au plus offrant. Mais rien. Il l'attira vers lui et la serra fort dans ses bras. Je ne te perdrai pas, Ruth, ni pour Crawford, ni pour personne. Ruth enfouit son visage dans sa poitrine, puisant sa force dans sa certitude. Que faisons-nous? D'abord, nous informons le village. Ensuite, nous nous préparons. La réunion du village eut lieu ce soir-là à l'église. Ruth s'assit au premier rang, les mains crispées sur ses genoux. Caleb se tint aux côtés du révérend Hale dans la chaire, le visage grave, tandis qu'il expliquait la situation. Crawford arrivera dans 3 jours. Caleb a dit qu'il serait accompagné d'un marshal fédéral et de ce qu'il prétend être un mandat judiciaire obligeant Mademoiselle Mercer à retourner à Boston avec lui. Un murmure parcourut la foule. Nous connaissons tous la vérité sur ce soi-disant contrat de mariage. Caleb poursuivit. C'est faux. Ruth ne l'a jamais signé. Elle n'a jamais accepté quoi que ce soit de son contenu. Mais Crawford a de l'argent et de l'influence. Et il utilise les deux pour imposer sa volonté à une femme qui n'a rien fait de mal, si ce n'est refuser d'être vendue comme si elle était un bien. Que pouvons-nous faire contre un shérif fédéral? Cria quelqu'un. Nous ne pouvons pas ignorer l'autorité fédérale. Nous n'ignorons rien. La voix de Caleb était ferme. Le shérif Brennan a contacté le juge territorial de Cheyenne. Il examine l'affaire, mais il n'arrivera pas ici avant Crawford. Et alors? On la livre, tout simplement? Non. Le mot vint de Dorothy Piton, parmi toutes les personnes présentes. Elle resta ferme, ses traits anguleux empreints de détermination. On ne la livre pas. Mademoiselle Mercer fait partie de cette communauté. Elle est l'enseignante de nos enfants. Ce qui s'est passé à Boston ne regarde que Boston. Ici, c'est Haven Springs. Ruth regarda la vieille Mamie surprise. De toutes les personnes présentes, elle s'attendait à ce que Mme Piton soit la première à la condamner. Dorothy a raison. Maggie O'Sullivan ajouta, Ruth est venue ici en toute honnêteté. Elle a travaillé dur. Elle a bien traité nos enfants. Elle a gagné sa place. Nous n'abandonnons pas les nôtres. D'autres voix se joignirent pour soutenir Ruth et condamner Crawford. L'opinion publique était en train de changer et Ruth sentit ses yeux se remplir de larmes. Le révérend Hale leva la main pour demander le silence. Il y a une autre option dont nous n'avons pas discuté. La voix du pasteur était calme, posée. Une option qui invaliderait le contrat de mariage, quelle que soit sa légitimité. Quelle option? Demanda Caleb. Le révérend Hale regarda Caleb puis Ruth, un léger sourire aux lèvres. Si Mademoiselle Mercer était déjà mariée à quelqu'un d'autre, le contrat de Crawford n'aurait aucune valeur. Une femme ne peut être légalement obligée d'épouser un homme si elle est déjà l'épouse d'un autre. L'Église se tut. Le cœur de Ruth battait si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Elle comprenait ce que le révérend Hale suggérait. La question était de savoir si Caleb le comprenait aussi. Elle le regarda et vit qu'il la regardait déjà. « Ruth, dit-il d'une voix rauque, je sais que ce n'est pas la chose à faire. Nous ne nous connaissons que depuis 2 mois. Mais si tu es d'accord, Caleb, tu n'as pas à le faire. Je veux le faire. » Il s'approcha d'elle et s'agenouilla devant elle, devant tout le village. « Je suis tombé amoureux de toi dès que je t'ai trouvé dans la neige. Ce n'est peut-être pas de la cour que tu mérites, mais c'est sincère.
Ce que je ressens est sincère. Les larmes de Ruth débordèrent. Tu voudrais m'épouser pour me protéger de Crawford. Je voudrais t'épouser parce que je t'aime. Caleb lui prit les mains. La protection n'est qu'un avantage supplémentaire. Un sanglot s'étrangla dans la gorge de Ruth. Mi-rire, mi-pleurs. Oui, oui, je t'épouserai. Des acclamations éclatèrent dans l'église. Ruth les entendit à peine. Tout ce qu'elle voyait, c'était le visage de Caleb, ses yeux gris brillants d'une émotion à couper le souffle. Alors ne perdons pas de temps, le révérend Hale était radieux. Je peux célébrer la cérémonie dès maintenant si vous êtes tous les deux d'accord. Maintenant, elle était Ruth. Pourquoi attendre? Crawford arrive dans 3 jours. Si nous nous marions ce soir, il ne pourra rien faire. Mais Ruth regarda Caleb. Il lui serra les mains. C'est toi qui décides, dit-il à voix basse. Seulement si tu le veux. Je le veux. Les mots sortirent avec plus de force qu'elle ne l'avait prévu. Je t'aime. Caleb l'aida à se lever et ils se placèrent ensemble devant le révérend Hale. La congrégation se rassembla pour assister à un mariage né du danger, mais enraciné dans quelque chose de beaucoup plus profond. Chers frères et sœurs, commença le révérend Hale, nous sommes réunis ici ce soir. La cérémonie fut simple et brève. Ruth n'entendit presque pas les mots, elle ne remarqua presque rien, sauf les mains chaudes de Caleb qui tenaient les siennes, sa voix ferme tandis qu'il prononçait ses vœux. Moi, Caleb Thornton, je te prends, Ruth Mercer, comme légitime épouse, pour t'aimer et te respecter à partir de ce jour, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer et te respecter jusqu'à ce que la mort nous sépare. Puis ce fut son tour. Moi, Ruth Mercer, je te prends, Caleb Thornton, comme mon légitime époux. Sa voix tremblait, mais elle ne se brisa pas. Pour t'aimer et te respecter à partir de ce jour, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer et te respecter jusqu'à ce que la mort nous sépare. Le révérend Hale sourit. Par le pouvoir qui m'est conféré par l'État du Wyoming, je vous déclare mari et femme. Caleb, vous pouvez embrasser votre épouse. Caleb prit le visage de Ruth entre ses mains et l'embrassa doucement, avec révérence, comme s'il s'agissait d'un trésor. Quand ils se séparèrent, l'église éclata en applaudissements. « Eh bien, Madame Thornton, murmura Caleb contre ses lèvres, je suis prêt à affronter tout ce qui nous attend. Avec toi? » Oui. Ce soir-là, Ruth déménagea ses maigres possessions de la cabane à la maison de Caleb, dans le ranch. Madame Chen l'accueillit avec des larmes et un bol de soupe, insistant pour qu'elle mange avant de faire quoi que ce soit d'autre. « Monsieur Caleb, vous êtes heureux maintenant, » dit la gouvernante, avec un sourire qui plissait son visage buriné. C'est la première fois qu'il est heureux depuis la mort de Mlle Helena. Êtes-vous bonne pour lui? J'espère que oui. Tu l'es, dit Madame Chen en lui tapotant la main. Je le vois dans ses yeux. Il te regarde comme si tu étais l'aurore. Plus tard, lorsque la maison fut silencieuse et que Ruth se retrouva seule avec Caleb dans sa chambre, la réalité de ce qui venait de se passer commença à la frapper. « Je suis ta femme, dit-elle avec étonnement. Tu l'es. » Caleb se tenait près de la fenêtre, la regardant de ses yeux gris tempête. « As-tu des regrets? » Ruth s'approcha de lui, réduisant la distance entre eux. « Aucun. Même si nous avons tout fait à l'envers, nous nous sommes mariés avant de nous courtiser. Il n'y a aucune règle qui dit que nous ne pouvons pas avoir les deux. » Elle leva la main et lui caressa le visage, sentant sa barbe naissante sous ses doigts. « Courtise-moi, Caleb. Séduis-moi. Montre-moi quel genre de mari tu veux être. » Une lueur féroce brilla dans ses yeux. « J'ai l'intention de le faire tous les jours pour le reste de nos vies. » Il l'embrassa, plus profondément qu'auparavant, et Ruth se laissa emporter par la sensation. Quoi que lui réserve le lendemain, cette nuit-là, elle était en sécurité. Cette nuit-là, elle se sentait aimée. Cette nuit-là lui suffisait. Crawford arriva exactement à l'heure qu'il avait promise. Ruth était à l'école lorsqu'elle entendit le bruit des chevaux et des roues des voitures. Elle regarda par la fenêtre et sentit son sang se glacer. 3 hommes à cheval et une charrette transportant un 4e. Crawford lui-même était assis dans la charrette, son énorme corpulence débordant du siège, ses petits yeux scrutant la ville comme un prédateur observant sa proie. À ses côtés chevauchait un homme en uniforme de shérif fédéral.
Les enfants, dit Ruth d'une voix calme, je veux que vous restiez à l'intérieur. Fermez les fenêtres et ne sortez pas avant que je vous dise que vous pouvez le faire en toute sécurité. Mademoiselle Ruth, dit Hope d'une petite voix tremblante, que se passe-t-il? Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, ma chérie. Reste ici avec tes frères et sœurs. La fille de Madame O'Sullivan veillera sur vous. Ruth sortit, le cœur battant à tout rompre, mais la tête haute. Elle ne se laisserait pas intimider. Plus maintenant. Caleb était déjà dans la rue, flanqué du shérif Brennan et d'Old-High. William se tenait légèrement en retrait, accompagné d'une douzaine d'autres habitants du village. Tout sommés, la charrette de Crawford s'arrêta devant eux. « Tiens, tiens, » dit Crawford d'une voix mielleuse et triomphante. « La mariée en fuite, je dois dire que vous m'avez tenu en haleine, Monsieur Crawford. » Ruth s'avança pour se placer à côté de Caleb. « Vous avez fait le déplacement pour rien. Je ne crois pas. » Crawford fit signe au shérif. « Shérif Pike, s'il vous plaît. » L'officier fédéral descendit de cheval et sortit un document plié. « Mademoiselle Ruth Mercer, j'ai ici un mandat qui vous oblige à retourner à Boston pour honorer les termes de votre contrat de mariage avec Monsieur Silas Crawford. » « Je ne suis pas Mademoiselle Ruth Mercer. » La voix de Ruth était ferme. « Je suis Madame Ruth Thornton. Je me suis mariée il y a 2 jours avec Caleb Thornton, ici même, à Haven Springs. » Le sourire de Crawford s'est effacé. « Quoi? Votre contrat est nul et non avenu, Crawford. » Caleb a fait un pas en avant, la main posée sur son pistolet. « Ruth est ma femme. Tous les droits que vous pensiez avoir ont pris fin au moment où elle a prononcé ses vœux. Ce n'est pas possible. » Le visage de Crawford prenait une teinte rouge alarmante. Le contrat a été signé, testé et est légal. Le contrat a été falsifié. Le shérif Brennan prit la parole. Nous avons recueilli les déclarations d'une douzaine de témoins qui ont vu Mademoiselle Mercer, Madame Thornton et Haven Springs à la date à laquelle le contrat affirme qu'elle l'a signé à Boston. Elle ne pouvait pas être à 2 endroits à la fois. C'est absurde, balbutia Crawford. Marshall, arrêtez cette femme. Arrêtez tout le monde pour obstruction à la justice. Marshall Pike semblait mal à l'aise. Monsieur Crawford, si Mme Mercer est déjà mariée, elle n'est pas mariée, c'est une imposture. Une ruse pour se soustraire à ses obligations légales. Mon mariage n'est pas une imposture, dit Ruth d'une voix claire de l'autre côté de la rue. J'aime mon mari. Je l'ai choisi librement, de mon plein gré. Contrairement au contrat que vous avez acheté à mon oncle, le contrat que je n'ai jamais signé, que je n'ai jamais accepté, que je n'ai jamais voulu. Le petit Crawford, ingrat, fit mine de descendre de la voiture, mais le fusil du vieux pointait directement sur sa poitrine. « N'y pense même pas, » dit le vieil homme à voix basse, « à moins que tu ne veuilles un nouveau trou dans ton élégant manteau. Tu menaces un citoyen de Boston, Marshall. » Mais Marshall Pike reculait déjà. Son expression était inquiète. « Monsieur Crawford, je pense que nous devrions peut-être consulter les autorités locales. Si cette dame est légitimement mariée, il est possible que l'ordonnance du tribunal ne soit pas applicable. Elle n'est légitimement rien. Ces sauvages de la frontière ont manifestement... Ça suffit. » Une nouvelle voix retentit dans le chaos. Tout le monde se retourna. Un groupe de 4 hommes, mené par un distingué gentleman âgé vêtu d'un manteau noir formel, chevauchait dans la rue principale. Derrière lui, 3 adjoints armés de fusils le suivaient. Le juge Harmon. Le shérif Brennan poussa un soupir de soulagement. « Il est arrivé plus tôt que prévu. J'ai pris la route de nuit quand j'ai lu votre télégramme. » Le juge territorial mit pied à terre et observa la scène d'un regard perçant. « Il semble que je sois arrivé juste à temps. » Il se tourna vers Crawford. « Monsieur Silas Crawford, je suppose. »« Oui, et j'exige. Vous n'exigerez rien dans ma juridiction. » La voix du juge Harmon était glaciale. « J'ai examiné cette affaire depuis hier. Les déclarations, la chronologie, les témoignages. » Il regarda Ruth. « Madame Thornton, pouvez-vous déclarer officiellement que vous n'avez jamais signé le contrat de mariage dont parle M. Crawford? » « Je ne l'ai jamais signé, votre honneur. Je n'ai jamais accepté de l'épouser. La première fois que j'ai entendu parler d'un contrat, c'est quand mon oncle m'a dit que j'allais me marier dans 1 semaine. Quand j'ai refusé, on m'a enfermé dans ma chambre. Je me suis échappé par la fenêtre et j'ai fui vers l'ouest. Et avez-vous des preuves de cet emprisonnement? » « Oui. » Une voix de femme se fit entendre dans la foule. Tout le monde se retourna et vit une femme menue et soignée, vêtue d'habits de voyage, s'avancer. « J'ai des preuves. »
Le cœur de Ruth faillit s'arrêter. Madame Hartley, la femme qui avait été la gouvernante de son père et qui avait continué à travailler pour son oncle, s'approcha et se plaça à côté de Ruth. Son visage était marqué par la fatigue, mais il affichait une grande détermination. J'ai tout vu, dit Madame Hartley. J'ai vu M. Edmund Mercer falsifier la signature de sa nièce. Je l'ai vu, lui et M. Crawford, tout planifié en buvant du brandy dans le bureau. Et j'ai vu Ruth enfermée dans sa chambre pendant 3 jours, nourrie à travers une fente dans la porte, comme si elle était un animal. Pourquoi n'avez-vous rien dit avant? Demanda le juge Harmon. Parce que M. Crawford m'a payé pour que je me taise et fasse semblant de n'avoir rien vu. La voix de Mme Hartley tremblait. J'ai accepté son argent. Que Dieu me pardonne, je l'ai accepté. Mais je ne pouvais pas vivre avec moi-même. Quand j'ai su que Ruth était en danger, j'ai utilisé cet argent pour acheter un billet pour l'Ouest. Elle se tourna vers Ruth, les larmes aux yeux. Je suis désolé, ma petite. J'aurais dû t'aider plus tôt. Ruth la serra dans ses bras, les larmes coulant librement sur ses joues. Tu es là maintenant. C'est tout ce qui compte. Le juge Harmon se tourna vers Crawford avec une expression furieuse. Monsieur Crawford, sur la base des preuves présentées, je rejette la requête que vous avez déposée. De plus, j'ordonne votre arrestation dans l'attente d'une enquête complète sur les accusations de falsification, de fraude et de tentative de coercition. Vous ne pouvez pas faire ça. Crawford était rouge de rage. Je connais des gens importants. Je prendrai votre place. Vous pouvez toujours essayer. Le juge fit un signe de tête à ses assistants. Arrêtez-le. Crawford résista lorsque les assistants s'approchèrent de lui, ce qui rendit son arrestation difficile. Au milieu du chaos, il sortit quelque chose de son manteau, un petit pistolet. Si je ne peux pas l'avoir, personne ne l'aura. Tout se passa en même temps. Crawford a pointé son arme sur Ruth. Caleb s'est interposé entre elle et l'arme. Un coup de feu a retenti, mais il ne provenait pas du pistolet de Crawford. Old High avait tiré le premier, et sa balle avait atteint le bras de Crawford avant qu'il n'ait pu appuyer sur la gâchette. Le gros homme a crié et a lâché son arme, se tenant le bras blessé. « Quelqu'un d'autre veut faire une bêtise? » demanda calmement Old Hall, le fusil toujours levé. Personne ne bougea. Les adjoints du shérif finirent par maîtriser Crawford, lui attachant les mains malgré ses cris de protestation. Alors qu'ils le traînaient vers la charrette qui les attendait, il se tourna une dernière fois vers Ruth. « Ce n'est pas fini. Vous paierez pour ça, tous les deux. »« C'est fini, » dit Ruth à voix basse. « Au revoir, Monsieur Crawford. » Ils le regardèrent s'éloigner dans la charrette, tandis que ses menaces s'estompaient dans le lointain. Puis Ruth se tourna vers Caleb, son mari, son protecteur, son amour. « Tu vas bien? » lui demanda-t-elle. « C'est moi qui devrais te poser cette question. » Il l'attira dans ses bras. « C'est fini, Ruth. Il ne peut plus te faire de mal. » Ruth enfouit son visage dans sa poitrine, se permettant enfin de croire que c'était vrai. Le cauchemar qui l'avait poursuivi à travers tout le continent était enfin terminé. Elle était libre. Ce soir-là, le village fit de la fête. Il y eut de la musique dans la salle, de la nourriture dans la salle paroissiale et plus de joie que Ruth n'en avait connue depuis des années. Elle dansa avec Caleb, avec William, avec la moitié des hommes de Haven Springs. Elle rit jusqu'à en avoir mal aux joues et pleura jusqu'à ne plus avoir de larmes. Et pendant tout ce temps, Caleb était à ses côtés, son mari, son compagnon, son foyer. Tard dans la nuit, alors que la fête touchait à sa fin, ils s'éclipsèrent pour aller se promener à l'extérieur du village. Les étoiles brillaient dans le ciel et l'air était frais, avec le froid de l'hiver. « Je n'arrive pas à croire que ce soit fini, » dit Ruth à voix basse. « Crois-le. » Caleb lui serra la main. « Crawford ira en prison. Ton oncle aussi, très probablement. Et tu es en sécurité ici avec moi. »« Avec toi? » Ruth sourit. « J'aime bien cette idée. » Caleb s'arrêta et se tourna vers elle. « Ruth, je dois te dire quelque chose. Quoi? Quand Crawford t'a menacé avec ce pistolet, je n'ai pas réfléchi. J'ai simplement agi. Sa voix était rauque, j'aurais pris cette balle sans hésiter, sans regret. Caleb, laisse-moi finir. » Elle lui caressa le visage avec ses mains. J'ai passé 5 ans à ériger des murs autour de mon cœur, en me disant que je ne laisserais plus jamais personne m'approcher, car perdre Elena m'avait presque détruit. Puis tu es apparue, à moitié gelée et à moitié morte. Et tu as abattu ces murs sans même essayer.
Les yeux de Ruth se remplirent de larmes. Je t'aime, Ruth Thornton. Pas parce que je devais t'épouser pour te sauver de Crawford. Pas à cause des circonstances ou par commodité. Je t'aime parce que tu es la femme la plus courageuse, la plus forte et la plus belle que j'ai jamais connue. Et je compte passer le reste de ma vie à te le prouver. Tu n'as rien à prouver, murmura Ruth. Je le sais. Puis elle l'embrassa sous les étoiles, les sons de la fête flottant dans le vent froid. Et Ruth sut avec une certitude absolue qu'elle était exactement là où elle devait être. Enfin chez elle. Les semaines qui suivirent l'arrestation de Crawford furent les plus heureuses que Ruth ait jamais vécues. Elle se réveillait chaque matin dans les bras de Caleb, prenait son petit déjeuner avec Madame Chen, qui les choyait tous les deux, et se rendait à l'école d'un pas léger comme elle ne l'avait jamais été. Les enfants l'accueillaient avec des sourires et des rires. Le village l'acceptait désormais pleinement, non pas comme une étrangère, mais comme l'une des leurs. Ils l'appelaient Madame Thornton, la maîtresse, la femme de Caleb. Ruth profitait de chaque instant. Noël approchait, apportant avec lui une énergie festive qui transformait Haven Springs. Des couronnes apparurent sur les portes. Le magasin général se remplit de friandises spéciales et les enfants étaient de plus en plus distraits, pensant davantage aux cadeaux et aux fêtes qu'aux mathématiques. Tu les gâtes, plaisanta Caleb un soir, tandis que Ruth emballait de petits cadeaux pour chacun de ses élèves. Ils le méritent, ils ont beaucoup travaillé ce trimestre. Tu es trop indulgent. Elle l'embrassa sur la tempe. C'est l'une des nombreuses choses que j'aime chez toi. Ruth se pencha vers lui, savourant la chaleur de son étreinte. Comment étaient les Noëls quand tu étais petite? Calme. Après la mort de maman, papa n'avait plus très envie de fêter quoi que ce soit. William et moi nous échangions de petits cadeaux, mais c'était tout. La voix de Caleb devint pensive. Je veux que nos Noëls soient différents, remplis de bruit, de rires et de famille. Nos Noëls, répéta Ruth à voix basse. J'aime penser à l'avenir avec toi. Tant mieux parce que je compte t'en offrir beaucoup. Le soir de Noël était froid et dégagé. Les habitants du village se réunirent à l'église pour une messe spéciale, puis sortirent dans la rue pour boire du cidre chaud et chanter des chants de Noël. Ruth resta debout, le bras de Caleb autour d'elle, observant la communauté qu'elle avait appris à aimer célébrer ensemble. Ruth. Hope arriva en courant à travers la foule, les joues roses à cause du froid. Oncle Caleb, venez vite. Tante Clara dit que le bébé est sur le point d'arriver. Ils coururent vers la maison principale des Thornton, où Clara était effectivement en train d'accoucher. Le docteur Morrison était déjà là, avec Maggie O'Haven et Madame Chen. Occupe-toi des enfants. William pâlit d'inquiétude. Cela pourrait prendre un certain temps. Ruth rassembla Hope et ses frères et sœurs, les distrayant avec des histoires et des jeux, tandis que les cris de Clara résonnaient depuis la chambre. Caleb arpentait nerveusement le couloir, comme si c'était son propre enfant qui était en train de naître. « Maman va bien? » demanda Hope d'une voix tremblante. Ruth la serra dans ses bras. « Ta maman est très forte. Elle a déjà mis au monde 4 beaux enfants. Elle sait ce qu'elle fait, mais on dirait que ça lui fait mal. Avoir un bébé, c'est très difficile, mais la douleur ne dure pas longtemps. Et quand ce sera fini, ta maman aura un merveilleux cadeau à te montrer. » Les heures passèrent. Les autres enfants s'endormirent. Mais Hope resta éveillée, agrippée à la main de Ruth. Finalement, à l'aube du matin de Noël, un cri différent rompit le silence. Le cri d'un bébé. William sortit en courant de la chambre, les larmes aux yeux. C'est un garçon en bonne santé. La maison éclata de joie. Ruth serra Hope dans ses bras, puis Caleb, puis William. Quand elle fut enfin autorisée à entrer dans la chambre pour voir Clara, la nouvelle maman était radieuse malgré la fatigue. « Je te présente ton nouveau neveu, » dit Clara en plaçant le petit paquet dans les bras de Ruth. « Thomas Caleb Thornton. » Ruth regarda le petit visage ridé du bébé, ses doigts incroyablement petits, et sentit quelque chose changer en elle. Un désir qu'elle ne s'était pas autorisée à reconnaître. « Il est parfait, » murmura-t-elle. Clara capta son expression et lui sourit avec complicité. « Un jour, très bientôt, tu en auras un à toi. » Ruth rougit, mais ne put nier l'espoir qui jaillit dans sa poitrine. Plus tard dans la matinée, une fois l'émotion retombée, Ruth et Caleb rentrèrent chez eux à pied dans la neige. Le soleil se levait, peignant le monde de tons dorés et roses. « Tu t'es très bien occupé des enfants hier soir, » dit Caleb. « Surtout de Hope, elle avait peur. Je me souviens de ce que c'est que d'avoir peur et de n'avoir personne pour te réconforter. »
Caleb s'arrêta et se tourna vers elle. Ruth, il y a quelque chose dont je voudrais te parler. Son cœur fit un bond. Qu'est-ce que c'est? Te voir avec ce bébé? Il prit une profonde inspiration. Je sais que nous n'en avons pas parlé. Notre mariage a été très rapide, puis il y a eu Crawford et tout le reste, mais j'ai besoin de savoir s'il s'est arrêté, inhabituellement nerveux. Si quoi? Si tu veux avoir des enfants avec moi. Ruth le regarda fixement, sentant une sensation de chaleur envahir sa poitrine. Caleb Thornton, tu me demandes si je veux avoir des enfants avec toi. Son cou rougit. Je suppose que oui. Ruth éclata d'un rire joyeux qui résonna dans la rue déserte. Oui, je veux avoir des enfants avec toi. Autant que Dieu nous en donnera. Le soulagement sur le visage de Caleb était presque comique. Bien. C'est bien. Tu avais peur que je dise non? J'avais peur de tout gâcher, de dire quelque chose de mal. Je ne suis pas très doué pour... Il fit un geste vague en parlant de sentiments. Oui, ça... Ruth se mit sur la pointe des pieds et l'embrassa. Tu t'en sors très bien. Ils marchèrent de main dans la main jusqu'à la maison. Et Ruth pensa qu'elle n'avait jamais été aussi heureuse qu'à ce moment-là. Mais le bonheur, comme elle l'avait appris, était fragile, et le danger n'était jamais aussi loin qu'il n'y paraissait. La lettre arriva fin janvier. Ruth était en train de corriger des examens lorsque Caleb entra, le visage sombre. Sans dire un mot, il lui tendit une enveloppe portant un cachet officiel. Ça vient du tribunal territorial? Le procès de Crawford aura lieu le mois prochain. Ils veulent que tu témoignes. Ruth sentit son estomac se nouer. Elle savait que cela allait arriver, elle s'y était préparée. Mais la réalité de devoir affronter Crawford à nouveau, même si c'était au tribunal, la rendait malade. Je dois y aller, n'est-ce pas? Tu n'es pas obligé de faire quoi que ce soit. C'est ta décision. Non, ce n'est pas vrai. Ruth posa son stylo. Si je ne témoigne pas, il pourrait être libéré. Il pourrait faire à une autre femme ce qu'il a essayé de me faire. Ruth, je ne vais plus laisser la peur me contrôler, Caleb. Même pas la peur de lui. Caleb s'agenouilla près de sa chaise et lui prit les mains. Alors nous irons ensemble. Je ne te laisserai pas l'affronter seul. Tu ne peux pas quitter le ranch aussi longtemps. C'est la saison de reproduction. William s'en sortira. Je lui en ai déjà parlé. Les yeux de Ruth se rempliront de larmes. Tu savais que je voulais y aller. Je te connais, Ruth. Je sais que tu ne te pardonnerais jamais si tu ne l'affrontais pas et ne lui disais pas la vérité. Elle se pencha en avant et appuya son front contre le sien. Qu'ai-je fait pour te mériter? Tu as traversé une tempête de neige. C'est plus que ce que la plupart des gens feraient. Ils partirent pour Cheyenne une semaine avant le procès. Le voyage fut long et froid, mais Ruth ne s'en rendit guère compte. Son esprit était occupé à penser à ce qui l'attendait lorsqu'elle reverrait Crawford, à raconter son histoire à des inconnus qui jugeraient si sa souffrance avait de l'importance. Et s'ils ne me croient pas, demanda-t-elle à Caleb un soir, alors qu'il se reposait dans une auberge routière. Et si leurs avocats déforment tout, ils te croiront. Tu dis la vérité. La vérité ne l'emporte pas toujours. Caleb l'attira vers lui. Cette fois-ci, oui, je m'en assurerai. Le procès se déroula dans une grande salle bondée. Ruth s'assit au premier rang, Caleb à ses côtés, tandis que Crawford entrait, menotté. Il avait perdu du poids en prison. Ses vêtements lui allaient trop grands et son visage était pâle et émacié. Mais ses yeux étaient toujours les mêmes, petits et malveillants, remplis de haine. Quand il vit Ruth, il sourit. Un sourire froid et cruel qui lui donna la chair de poule. « Ne le laisse pas t'intimider, » murmura Caleb. « Ici, il n'a aucun pouvoir. » Le procureur présenta méthodiquement l'affaire. Madame Hartley témoigna au sujet du contrat falsifié. Le shérif Brennan décrivit la tentative de Crawford de tirer sur Ruth. Le juge Harmon confirma le mandat frauduleux. Puis ce fut le tour de Ruth. Elle marcha vers la barre des témoins, les jambes tremblantes et le cœur battant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Les yeux de Crawford suivaient chacun de ses pas. « Madame Thornton, » commença le procureur, « pouvez-vous raconter à la cour comment vous avez appris pour la première fois l'accord conclu entre votre oncle et M. Crawford? » Ruth prit une profonde inspiration et commença à parler. Elle leur raconta tout. La mort de son père, les dettes de jeu de son oncle, le contrat qu'elle n'avait jamais signé, son enfermement dans sa chambre, sa fuite par la fenêtre, le voyage terrifiant vers l'ouest. Tout en parlant, elle sentit le poids des années s'envoler.
C'était des secrets qu'elle avait gardés pour elle pendant si longtemps, une honte et une peur qu'elle avait cachées même à elle-même. Les dire à haute voix devant des témoins les rendait réels, mais les rendait aussi plus petits, en quelque sorte, moins accablants. Lorsqu'elle eut terminé, la salle resta silencieuse. Le procureur acquiesça. Merci, Madame Thornton. Je n'ai plus de questions. L'avocat de Crawford se leva, un homme élégant au regard froid. Madame Thornton, n'est-il pas vrai que vous aviez une dette considérable au moment de cet accord présumé? L'héritage de mon père était grevé de dettes, oui. Et n'est-il pas également vrai que le mariage avec M. Crawford aurait permis de rembourser ses dettes? Je suppose. Mais vous aviez alors un intérêt financier à accepter ce mariage. Je n'ai jamais rien accepté. Vous admettez toutefois que vous étiez présente lorsque le contrat a été discuté. J'étais enfermé dans ma chambre. Je n'avais pas mon mot à dire dans tout cela. Mais vous étiez là, dans la maison, pendant que votre oncle, votre tuteur légal, négociait en votre nom. Je proteste. Le procureur se leva. L'avocat harcèle le témoin. Ceci est accepté. Continuez, avocat. L'avocat de Crawford sourit, imperturbable. Madame Thornton, vous affirmez que mon client a tenté de vous tirer dessus. Mais n'est-il pas vrai qu'il se défendait simplement contre une foule armée? Il m'a menacé avec une arme. Il a dit que s'il ne pouvait pas m'avoir, personne ne m'aurait. C'est ce que vous dites, mais aucun autre témoin n'a entendu ces mots exacts. La moitié du village l'a entendu. La moitié du village qui avait déjà décidé que mon client était coupable. La moitié du village qui avait formé une foule pour empêcher l'exécution légale d'un mandat. Ruth sentait qu'elle perdait du terrain. L'avocat déformait tout, donnant l'impression que Crawford était la victime. « On m'a vendu », dit-elle en élevant la voix. « Comme du bétail, comme un bien. Je n'avais pas eu le choix. Je n'avais pas mon mot à dire. Non. Vous avez eu toutes les occasions d'exprimer vos objections par les voies légales. Au lieu de cela, vous avez choisi de vous enfuir pour épouser un inconnu. Ça suffit. » Toutes les têtes dans la salle d'audience se sont tournées. Caleb s'était levé, le visage sombre de rage. « Asseyez-vous, monsieur, » a ordonné le juge, « ou je vous ferai expulser. Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, je ne resterai pas assis ici à regarder ce serpent déformer les paroles de ma femme. » Caleb fit un pas en avant. « J'étais là quand Crawford a pointé son arme sur Ruth. J'ai entendu exactement ce qu'il a dit. Et j'ai vu un homme tellement consumé par sa propre cupidité qu'il préférait tuer une femme plutôt que d'accepter qu'elle ne lui appartenait pas. Monsieur, vous êtes hors sujet. Je suis hors de moi. » La voix de Caleb résonna dans la salle d'audience. Ruth ne s'est pas enfuie parce qu'elle craignait les dettes ou les obligations. Elle s'est enfuie parce qu'un monstre voulait l'acheter. Et quand je l'ai trouvée à moitié gelée sur cette route, elle avait toujours plus peur de retourner avec lui que de mourir. La salle d'audience éclata en murmures. Le juge frappa son marteau pour rappeler l'ordre. « Une autre explosion, Monsieur Thornton, et je vous ferai emprisonner pour outrage. Alors emprisonnez-moi. » Mais écoutez d'abord ceci. Les yeux de Caleb se posèrent sur Crawford. Cet homme a tenté d'acheter un être humain. Il a falsifié des documents, soudoyé des fonctionnaires et, lorsque rien de tout cela n'a fonctionné, il a tenté de l'assassiner devant une douzaine de témoins. Si cela ne suffit pas pour le condamner, alors la loi n'a aucun sens. Le silence qui suivit fut assourdissant. Finalement, le juge prit la parole. « Monsieur Thornton, vous serez condamné à une amende pour votre interruption, mais votre témoignage est pris en compte. » Il se tourna vers le jury. « Vous pouvez ignorer les insinuations de l'avocat de la défense. La crédibilité des témoins a été établie. » L'avocat de Crawford s'assit, le visage tendu par la frustration. Le jury délibéra pendant moins d'1 heure. Nous déclarons l'accusé, Silas Crawford, coupable de tous les chefs d'accusation. Ruth s'effondra contre Caleb, sanglotant de soulagement. C'était fini. C'était enfin vraiment fini. Crawford hurla tandis que les huissiers le traînaient dehors. Ce n'est pas justice. Elle était censée être à moi. À vous? Ses cris s'évanouirent lorsque les portes se refermèrent derrière lui. 20 ans, annonça le juge. Travaux forcés. 20 ans. Crawford serait vieux lorsqu'il sortirait, s'il survivait aussi longtemps. Ruth regarda Caleb, cet homme qui s'était battu pour elle, qui avait cru en elle, qui l'avait aimée alors qu'elle pensait que l'amour était impossible. « Rentrons à la maison, murmura-t-elle. « Oui, madame. »
Il sourit et lui prit la main. Rentrons à la maison. Le voyage de retour vers Haven Springs semblait différent. D'une certaine manière, plus léger, comme si les montagnes elles-mêmes avaient retiré un poids des épaules de Ruth. Elle observa le paysage au-delà des sommets enneigés et du ciel infini et ressentit une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. « À quoi penses-tu » demanda Caleb. « Que je ne m'attendais pas à tout cela. Il y a un an, j'étais enfermé dans une pièce, attendant d'être vendu à un homme que je détestais. Maintenant, je suis... » Elle secoua la tête. « Je suis heureuse, vraiment heureuse, tu le mérites. Toi aussi. » Ruth s'appuya contre lui. « Tu as passé 5 ans à te punir d'avoir perdu Elena. J'ai passé toute ma vie à être puni pour des choses qui échappaient à mon contrôle. Il est peut-être temps que nous arrêtions tous les deux. » « Arrêtez quoi? Arrêtez d'attendre que le couperet tombe, d'attendre le désastre. » Elle le regarda. « Peut-être pouvons-nous être heureux sans crainte. » Caleb resta silencieux pendant un long moment, puis il l'attira vers lui et l'embrassa sur la tête. « Je pense qu'on peut essayer. » Ils arrivèrent chez eux et trouvèrent une fête qui les attendait. Tout le village s'était réuni au ranch. William et Clara avec le bébé Thomas, Maggie et sa fille, Madame Petton et son mari, le révérend Hale, le docteur Morrison, tous ceux que Ruth avait appris à aimer pendant ces mois passés à Haven Springs. « Bienvenue à la maison. » Hope courut vers Ruth et l'enlaça par la taille. « Tu nous as beaucoup manqué. » Ruth la serra fort dans ses bras. « Tu m'as manqué aussi, ma chérie. Le méchant monsieur est-il allé en prison? » « Oui, il ne fera plus de mal à personne. Tant mieux. » La voix de Hope était féroce. Il l'avait bien mérité. La fête se prolongea jusque tard dans la nuit. Il y eut de la nourriture, de la musique et de la danse. Ruth dansa avec Caleb, avec William et avec le vieux High, qui se révéla étonnamment agile. Elle rit jusqu'à en avoir mal aux joues et pleura lorsque Madame Petton se montra sévère et correcte. Madame Petton la prit à part. « Je te dois des excuses, » dit la vieille femme avec rigidité. « Je t'ai jugé sévèrement à ton arrivée, j'ai supposé. » Elle s'interrompit, visiblement mal à l'aise. « Vous avez supposé que j'étais un problème. » « Oui, et j'avais tort. » Madame Petton la regarda dans les yeux. « Tu as prouvé ta valeur une 12aine de fois. Tu es une bonne enseignante, une bonne épouse et une bonne femme. Je suis fier de t'avoir dans cette ville. » Venant de Dorothy Petton, ces mots signifiaient plus que Ruth ne pouvait l'exprimer. « Merci, parvint-elle à dire. Cela signifie beaucoup pour moi. » Madame Petton acquiesça sèchement et s'éloigna, mais Ruth vit qu'elle s'essuyait les yeux en partant. Tard dans la soirée, après le départ des derniers invités, et alors que la maison était plongée dans le silence, Ruth et Caleb s'assirent ensemble sous le porche, contemplant des étoiles. « J'ai eu quelque chose pour toi, » dit Caleb. « Un cadeau de Noël tardif. Caleb, tu m'as déjà donné quelque chose. Ceci, c'est différent. » Il plongea la main dans sa poche et en sortit un papier plié. Il l'avait préparé avant le procès. Il attendait le bon moment. Ruth déplia le papier et le lut à la lumière de la lune. Elle eut le souffle coupé. C'était un acte notarié. Un acte notarié pour 50 acres de terre à Thornton à son nom. Uniquement à son nom. « Caleb, c'est à toi. Quoi qu'il arrive, si jamais il m'arrive quelque chose, tu auras toujours de la terre, un foyer, la sécurité. Il ne t'arrivera rien. Probablement pas. Mais j'ai grandi en voyant des femmes tout perdre parce qu'elles dépendaient d'hommes qui n'étaient pas fiables. Sa voix était rauque. Je veux que tu saches que tu ne dépendes pas de moi. Tu es avec moi parce que tu l'as choisi, et tu auras toujours quelque chose qui t'appartienne. » Ruth fixa le papier, les larmes coulant sur son visage. « Je ne sais pas quoi dire. Dis que tu le garderas. Dis que tu ne t'inquiéteras plus jamais d'être une propriété. » Elle se jeta dans ses bras. « Je t'aime tellement. Je t'aime aussi, Ruth. » Caleb la serra fort dans ses bras. Hier, aujourd'hui et tous nos lendemains. Ils restèrent là jusqu'à ce que les étoiles commencent à s'estomper. Enlacés dans les bras l'un de l'autre, deux personnes qui avaient trouvé le chemin du retour contre toute attente. Et Ruth savait avec une certitude absolue que, quoi que l'avenir lui réserve, elle y ferait face. Non pas comme la propriété de quelqu'un, ni comme une fugitive, mais comme Ruth Thornton, une femme qui avait traversé le feu et trouvé l'amour de l'autre côté. Le printemps arriva à Haven Springs comme une promesse tenue. La neige fondit, laissant apparaître des pousses vertes qui jaillissaient de la terre. Les oiseaux revinrent remplir l'air de leurs chants, et Ruth se réveillait chaque matin avec le sentiment d'être née à nouveau, tout comme la terre.
3 mois s'étaient écoulés depuis le procès de Crawford. 3 mois de paix passés à construire une vie dont elle n'avait jamais osé rêver. L'année scolaire était terminée et Ruth passait ses journées à aider Clara avec les enfants, à apprendre à cuisiner avec Madame Chen et à tomber de plus en plus amoureuse de son mari. Tu es radieuse, lui fit remarquer Clara un après-midi alors qu'elles étaient assises sous le porche à regarder les enfants jouer. Je ne t'ai jamais vue aussi heureuse. Ruth sourit, la main posée inconsciemment sur son ventre. J'ai beaucoup de raisons d'être heureuse. Clara écarquilla les yeux. Ruth, es-tu? Je crois que oui. Je ne l'ai pas encore dit à Caleb. Depuis combien de temps tu le sais? Quelques semaines. Je voulais être sûr avant de dire quoi que ce soit. Clara lui prit la main et ses yeux se rempliront de larmes. Oh, Ruth, il va être tellement heureux. Je l'espère. Je l'espère. Cet homme t'adore. Depuis le Noël, il fait des allusions au bébé. Ruth rit. Ce n'est pas vrai. Si c'est vrai. La semaine dernière, il a demandé à William comment il savait que Clara était enceinte de Thomas. Mon mari a failli faire une crise cardiaque. Ce soir-là, alors que Ruth et Caleb s'asseyaient pour dîner, elle essaya de trouver les mots justes, mais chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, c'était autre chose qui sortait. Des commentaires sur le temps, des questions sur le ranch, des observations banales, sur rien du tout. Caleb remarqua sa distraction. Quelque chose te préoccupe? Non. Oui, peut-être. Elle posa sa fourchette. Cela couvre toutes les options. Tu veux bien préciser? Ruth prit une profonde inspiration. J'ai quelque chose à te dire. D'accord, je suis. Le mot resta coincé dans sa gorge. Pourquoi était-ce si difficile? Elle avait affronté Crawford, témoigné au procès, traversé une tempête de neige. Dire à son mari qu'elle était enceinte de lui ne devrait pas la terrifier. Quoi? Caleb fronça les sourcils, inquiet. Ruth, tu me fais peur. Je suis enceinte. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Caleb la fixa du regard pendant un horrible instant. Ruth pensa qu'elle avait commis une terrible erreur. Peut-être qu'il ne voulait pas d'enfant après tout. Peut-être que ses insinuations avaient été mal interprétées. Peut-être. Répète ça. Je suis enceinte. Nous allons avoir un bébé. Caleb se leva si vite de sa chaise qu'elle bascula en arrière. En 3 enjambées, il était assez collis, la soulevant et la serrant si fort dans ses bras qu'elle pouvait à peine respirer. Un bébé, lui murmura-t-il à l'oreille. Nous allons avoir un bébé. Tu es contente? Heureuse? Il s'écarta pour la regarder et Ruth vit des larmes dans ses yeux. Ruth, je ne trouve pas les mots. C'est tout ce que j'ai toujours voulu, tout ce que j'avais peur d'espérer. J'avais peur que tu ne veuilles pas de ça, que tu ne m'aimes pas, que tu ne veuilles pas fonder une famille avec la femme que j'aime plus que ma propre vie. Caleb l'embrassa passionnément. J'ai voulu ça dès l'instant où je t'ai sorti de la neige, mais je ne savais pas comment te le demander. Ruth rit à travers ses larmes. Eh bien, je suppose que nous avons tous les deux obtenu ce que nous voulions. Je suppose que oui. Caleb s'agenouilla soudainement et posa son front sur le ventre encore plat de Ruth. Bonjour, petite, je suis ton père et je vais passer le reste de ma vie à m'assurer que ta mère et toi soyez les personnes les plus heureuses du Wyoming. Ruth caressa ses cheveux du bout des doigts, submergée par la profondeur des émotions du moment. Il y a 1 an, elle était une propriété, un fardeau que l'on pouvait vendre. Aujourd'hui, elle était aimée, profondément aimée par un homme qui la considérait comme son univers tout entier. « Je t'aime », murmura-t-elle. Caleb leva les yeux, ses yeux gris brillants. « Je vous aime aussi, toutes les deux. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre à Haven Springs. Clara fut la première à l'apprendre officiellement, puis William, puis Madame Chen, qui semblait s'en douter depuis des semaines. À la fin de la journée, tout le village semblait féliciter Ruth pour sa grossesse tant attendue. « Un bébé Thornton !» s'exclama Maggie O'Sullivan lorsqu'il l'apprit. « Ce village a besoin de plus de gens comme ça, du bon sang. » Même Madame Petone, qui s'était considérablement adoucie depuis le procès, lui souhaita bonne chance, avec quelque chose qui ressemblait à de la cordialité. « Tu auras besoin d'aide, dit-elle fermement. J'enverrai ma fille pour t'aider dans les tâches difficiles. Une femme dans ton état ne devrait rien soulever de plus lourd qu'une tasse de thé. » C'est très gentil, Madame Petone. C'est pratique. Ce village a besoin que son institutrice soit en bonne santé et en sécurité. Elle fit une pause, puis ajouta d'une voix plus basse.
Et si tu veux savoir, je t'ai beaucoup prise en affection. Venant de Dorothy Piton, c'était pratiquement une déclaration d'amour. L'été passa dans un tourbillon de préparatifs. Caleb construisit un berceau de ses propres mains, passant nuit après nuit dans la grange à sculpter des motifs complexes dans le bois. Clara organisa une réunion pour confectionner des couvertures et des vêtements. Old High sculpta un ensemble d'animaux en bois que Ruth savait que son fils chérirait pendant des années. Le corps de Ruth changea, son ventre gonflé par la nouvelle vie. Certains jours, les nausées étaient insupportables et la laissaient pâle et faible. D'autres jours, elle se sentait plus forte que jamais, pleine d'une énergie qu'elle ne pouvait expliquer. Pendant tout ce temps, Caleb était à ses côtés. Il lui massait les pieds quand elle avait mal, lui tenait les cheveux quand elle était malade et parlait au bébé tous les soirs avant de se coucher, lui racontant des histoires, lui faisant des promesses et planifiant des aventures. Tu vas être un père merveilleux, lui dit Ruth un soir alors qu'ils étaient allongés ensemble, sa main posée sur son ventre. J'ai eu un bon exemple. Mon père n'était pas toujours là émotionnellement, mais il travaillait dur pour nous entretenir. Il m'a appris ce qu'était le sacrifice et Elena m'a appris ce qu'était de la tendresse. Caleb resta silencieux un moment. Dernièrement, j'ai beaucoup pensé à elle, à combien ma vie aurait été différente si elle avait vécu. Aurais-tu aimé qu'elle vive? Avant, oui. Chaque jour, je souhaitais pouvoir revenir en arrière et changer les choses, la sauver d'une manière ou d'une autre. Il se tourna vers Ruth. Mais si Elena avait vécu, elle n'aurait pas été sur cette route le jour où je t'ai rencontré. Je ne t'aurais pas, toi. Je n'aurais pas ce bébé. Caleb, je l'aimerai toujours. Elle a été mon premier amour et la perdre m'a presque détruit. Mais tu es mon présent, Ruth. Tu es mon avenir et je n'échangerai ce que nous avons pour rien au monde, pas même pour la ramener. Ruth sentit les larmes couler sur ses joues. C'est la chose la plus belle et la plus terrible que j'ai jamais entendue. Je sais. Je ne sais pas trop ce que cela dit de moi. Cela dit que tu as appris à vivre à nouveau, à aimer à nouveau. Elle l'embrassa doucement. Elena serait fière de toi. Tu crois? Je le sais. À l'approche de l'automne, Ruth entamait les derniers mois de sa grossesse. Elle avait arrêté d'enseigner au début du nouveau trimestre et avait confié ses élèves à une jeune femme de Cheyenne qui avait répondu à l'annonce publiée par le conseil scolaire. C'était un sentiment doux amer. Ses élèves lui manquaient, le sens qu'elle trouvait dans l'enseignement lui manquait, mais son corps avait besoin de repos et le bébé qui grandissait en elle était une raison suffisante. Par une fraîche matinée d'octobre, Ruth était assise sous le porche, en train d'écosser des pois lorsqu'elle aperçut un cavalier qui s'approchait. Il y avait quelque chose dans sa silhouette qui lui semblait familier, trop familier. Son sang se glaça. « Caleb !» cria-t-elle d'une voix aiguë, terrifiée. Il sortit en courant de la grange, suivi de près par Old High. Lorsqu'ils arrivèrent sous le porche, le cavalier était suffisamment proche pour qu'il puisse reconnaître l'oncle de Ruth, Edmund Mercer. « Reste derrière moi », ordonna Caleb en s'interposant entre Ruth et le cheval qui s'approchait. Edmund s'arrêta à quelques mètres. Il avait l'air terrible, très maigre et gris, beaucoup plus vieux que dans le souvenir de Ruth. Ses vêtements étaient usés et son cheval n'était guère plus qu'une jument. Ruth, sa voix se brisa. « S'il te plaît, je veux juste parler. Tu n'as rien à dire que je veuille entendre. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, mais s'il te plaît, donne-moi juste 5 minutes. Pourquoi devrais-je te donner quoi que ce soit? » La main de Caleb reposait sur son pistolet. « Après ce que tu lui as fait, parce que je suis en train de mourir, les mots restèrent suspendus dans l'air. Ruth fixa son oncle, cherchant un signe de tromperie, mais ce qu'elle vit n'était pas de la ruse. C'était du désespoir. Du désespoir, le regard d'un homme qui n'avait plus rien. Que veux-tu dire par « je suis en train de mourir »? La tuberculose. Le médecin de Boston m'a donné 6 mois à vivre. C'était il y a 4 mois. Edmund toussa d'une voix humide et sifflante qui confirmait ses dires. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne le mérite pas. Mais j'avais besoin de te voir. J'avais besoin de te le dire. Dis-moi quoi que tu es désolé. » Des larmes coulaient sur son visage buriné. « Je suis désolé pour tout. Pour t'avoir vendu à Crawford, pour avoir falsifié ce contrat, pour avoir été trop lâche pour te protéger quand tu avais besoin de moi. » Ruth sentit une boule dans sa poitrine. De la colère, oui, mais en dessous, quelque chose d'autre.
De la pitié, peut-être, ou le fantôme de l'amour qu'elle avait autrefois éprouvé pour l'oncle qui lui avait appris à monter à cheval, qui lui lisait des histoires quand elle était enfant. Pourquoi as-tu fait ça? Demanda-t-elle d'une voix à peine audible. J'étais faible, cupide, peureux. La voix d'Edmund se brisa. Crawford me tenait entre ses mains. Je lui devais tout, la maison, l'entreprise, même ma propre vie. Quand il m'a proposé de me remettre ma dette en échange de toi, je me suis dit que c'était pour ton bien, pour que tu aies une vie confortable et sûre. Tu t'es menti à toi-même. Oui, je l'ai fait, et je l'ai regretté chaque jour depuis. Il la regarda vraiment, et Ruth vit l'oncle dont elle se souvenait, sous les ravages de la maladie et de la honte. Tu étais la seule bonne chose que ton père t'ait laissée, Ruth, et je l'ai détruite, je t'ai détruite. Tu ne m'as pas détruit. Ruth fit un pas en avant malgré le bras protecteur de Caleb. Tu as essayé, Crawford a essayé, mais je suis toujours debout. J'ai un mari qui m'aime, un bébé en route, une communauté qui m'a accepté quand tu m'as rejeté. Tu as échoué, oncle Edmund. Ta cruauté a échoué. Edmund acquiesça lentement. Je peux le voir, et j'en suis vraiment heureux. Que veux-tu de moi? Rien. Je veux juste te dire que je suis désolé. Voir de mes propres yeux que tu vas bien. Il toussa à nouveau plus fort cette fois. Je m'en vais maintenant. Je voulais juste que tu saches que je n'ai jamais cessé de penser à ce que j'ai fait. Je n'ai jamais cessé de me détester pour cela. Ruth regarda cet homme brisé, le frère de son père, son ancien tuteur, l'homme qui l'avait vendu comme si elle était un bien. Une partie d'elle voulait se mettre en colère contre lui pour qu'il ressente chaque gramme de douleur qu'il lui avait causé. Mais une autre partie, celle qui avait appris à se pardonner d'avoir fui, d'avoir eu peur, d'être humaine, je te pardonne. Edmund écarquilla les yeux. Quoi? Que je te pardonne? La voix de Ruth était ferme. Pas pour toi, pour moi. Je suis fatigué de porter le poids de ce que tu as fait. Je suis fatigué de laisser ta trahison me définir. Elle posa sa main sur son ventre. J'ai maintenant une nouvelle vie, une bonne vie, et je ne laisserai pas le passé l'empoisonner davantage. Des larmes coulaient sur le visage d'Edmund. Ruth, je ne le mérite pas. Non, tu ne le mérites pas. Mais le pardon n'a rien à voir avec le mérite. Il a à voir avec la liberté. Elle recula d'un pas vers Caleb, qui l'attendait dans ses bras. Rentre chez toi, oncle Edmund. Fais la paix avec le temps qu'il te reste. Et sois sûr que, malgré tout, je vais bien. Je vais même plus que bien. Edmund acquiesça, trop bouleversé pour parler. Il fit demi-tour avec son cheval et s'éloigna sans rien dire d'autre. Ruth le regarda jusqu'à ce qu'il disparaisse à l'horizon. Puis elle s'effondra contre Caleb, soudainement épuisée. Ça va? Lui demanda-t-il à voix basse. Je crois que oui. Je me sens plus légère, d'une certaine manière. Vous avez été incroyablement courageuse. C'était nécessaire. Ruth se tourna vers lui. J'ai passé beaucoup de temps dans la peur. Peur de Crawford, peur de mon oncle, peur que le passé me rattrape. Mais m'accrocher à cette colère, à cette haine, ne faisait que me faire du mal. Alors tu as laissé aller. J'ai laissé aller. Elle sourit malgré les larmes qui brillaient sur ses joues. Maintenant, je suis prête à aller de l'avant. À vraiment aller de l'avant avec toi, avec notre bébé, avec tout ce qui viendra après. Caleb l'embrassa sur le front. Alors, rentrons à la maison, Madame Thornton. Nous avons un avenir à construire. Novembre apporta les premières neiges et, avec elles, le début du travail de Ruth. Cela commença au milieu de la nuit, avec une douleur lancinante qui la réveilla d'un sommeil profond. Elle resta immobile un moment, se demandant s'il s'agissait d'une autre fausse alerte. Mais lorsque la contraction suivante fut plus forte que la première, elle sut. Caleb, Caleb, réveille-toi. Il se réveilla instantanément. Qu'y a-t-il? Est-ce le moment? C'est le moment. Les heures qui suivirent furent un mélange de douleur et d'épuisement. Le docteur Morrison arriva en moins d'une heure, suivi de près par Clara et Maggie. Ils ont expulsé Caleb de la chambre, ignorant ses protestations. C'est une affaire de femme, a déclaré Madame Chen avec fermeté. Tu peux te promener dehors, comme tous les pères avant toi, mais je veux être avec elle. Dehors. Ruth a perdu la notion du temps alors que les contractions devenaient plus fortes et plus fréquentes. Clara lui prit la main et l'aida à surmonter chaque vague de douleur. Maggie lui essuyait le front avec des linges froids. Le docteur Morrison surveillait sa progression avec une efficacité tranquille. « Tu t'en sors très bien, murmura Clara. Tu y es presque.
Je n'y arrive pas. Si, tu y arrives. Tu as traversé une tempête de neige, Ruth. Tu as affronté Crawford. Tu peux te le faire. La douleur était différente de tout ce que Ruth avait connu auparavant. Elle la consumait, effaçait tout. Mais sous cette douleur, sous l'agonie et l'épuisement, il y avait autre chose. Un but. Elle mettait au monde une nouvelle vie. Une vie créée à partir de l'amour, de l'espoir, de deux personnes brisées qui s'étaient trouvées contre toute attente. Poussez, Ruth! Alors, elle poussa de toutes ses forces, et puis soudain, miraculeusement, tout était fini. Un faible cri aigu a rempli la pièce. « C'est une fille! » a annoncé le docteur Morrison d'une voix chargée d'émotion. Une petite fille parfaite et en bonne santé. Ruth a sangloté de soulagement lorsqu'on a placé le petit paquet dans ses bras. Elle a regardé le visage ridé de sa fille, ses doigts incroyablement petits, et elle a senti son cœur s'élargir pour accueillir un amour dont elle ignorait l'existence. « Bonjour, ma petite, » murmura-t-elle. « Je suis ta maman. » La porte s'ouvrit brusquement et Caleb entra en courant, le visage déformé par l'inquiétude. Il s'arrêta net lorsqu'il vit Ruth tenant le bébé et son expression se transforma en quelque chose que Ruth n'avait jamais vu auparavant. Émerveillement, admiration, amour débordant. « C'est ta fille? » demanda Ruth en souriant à travers ses larmes. « Viens la rencontrer. » Caleb s'approcha du lit et s'agenouilla à côté d'eux, la main tremblante alors qu'il touchait la joue du bébé. « Elle est parfaite, » murmura-t-il. « Ruth, elle est absolument parfaite. Elle a tes yeux et ta force. » Caleb se pencha et embrassa Ruth tendrement. « Merci, merci pour elle, pour tout ça, pour tout. Comment allons-nous l'appeler? » Caleb regarda sa fille, ce miracle qu'ils avaient créé ensemble. « Que penses-tu de Hope, en hommage à la nièce qui nous a réunis, et parce qu'elle est tout ce que nous espérions? » Ruth sourit. « Hope Thornton. J'adore. »« Hope. » Caleb goûta le nom, puis acquiesça. « Bienvenue dans le monde, Hope. Tu seras aimée plus que tu ne peux l'imaginer. » Le bébé gazouilla comme s'il était d'accord. Et Ruth, avec sa fille dans les bras et son mari à ses côtés, sut que son voyage était enfin arrivé à destination. Ce n'était pas une fin, mais un commencement. Le premier chapitre du reste de leur vie. 5 ans plus tard, Ruth était sous le porche du ranch Thornton, contemplant le coucher de soleil sur les montagnes. Beaucoup de choses avaient changé depuis cette nuit glaciale où Caleb l'avait sorti de la neige. Le ranch s'était agrandi avec de nouveaux bâtiments et plus de bétail. Le village avait prospéré, devenant une véritable communauté, avec une église, une école et des familles qui s'y installaient, et la famille de Ruth s'était également agrandie. Hope, maintenant âgé de 5 ans, courait dans le jardin avec son petit frère, Thomas Caleb Jr., âgé de 3 ans. Derrière eux, Elena Rose, âgée de 18 mois, nommée ainsi en l'honneur de la femme que Caleb avait aimée auparavant et de la mère de Ruth, rampait. « Maman, Tommy ne veut pas partager la balançoire. »« Tommy, partage avec ta sœur. » Mais j'étais là en premier. Ruth sourit en secouant la tête devant cette dispute familière. Il y a des choses qui ne changent jamais. Des bras l'enlacèrent par derrière et Caleb posa son menton sur son épaule. « Quel bel après-midi, » murmura-t-il. « Quelle belle vie. Je ne regrette rien. » Ruth se retourna dans ses bras pour le regarder. Son mari, son compagnon, son foyer, rien. Même pas la tempête de neige qui a failli te tuer. Ça, moins que rien. Sans cette tempête, je ne t'aurais jamais trouvé. Caleb esquissa ce rare sourire radieux qui faisait encore battre son cœur après 5 ans de mariage. « Je t'aime, Ruth Thornton. Je t'aime aussi. » Ils restèrent ensemble, regardant leurs enfants jouer, regardant le soleil peindre le ciel de couleurs que Ruth avait auparavant trop peur de voir. Elle repensa à tout ce qui l'avait amené là, la peur, la douleur, la perte, l'amour. Elle repensa à la jeune fille qu'elle avait été, effondrée dans la neige, prête à abandonner. Et elle repensa à la femme qu'elle était devenue, forte, aimée et enfin libre. Maman, Hope arriva en courant, ses cheveux bruns, si semblables à ceux de Caleb, flottant derrière elle. Tommy m'a bousculé et je me suis écorché le genou. Ruth s'agenouilla pour examiner la blessure. « Laisse-moi voir, ma chérie. » Ce n'était qu'une égratignure, mais les yeux de Hope se remplirent de larmes. Ruth l'embrassa sur le front et la serra dans ses bras. « Tu sais ce que je pense, quoi? Je pense que tout ira bien pour toi. Tu sais pourquoi? »
Hope secoua la tête. Parce que tu es forte, la fille est la plus forte que je connaisse. Et les personnes fortes ne se laissent pas abattre par quelques égratignures. Hope renifla. Vraiment, vraiment, je suis bien placé pour le savoir. J'ai traversé une tempête de neige et regarde où j'en suis aujourd'hui. Vraiment? Hope écarquilla les yeux. C'était effrayant, énormément, mais je n'ai pas abandonné. Et comme je n'ai pas abandonné, j'ai rencontré ton père. Et comme j'ai rencontré ton père, je t'ai eu. Hope réfléchit. Donc ce qui était effrayant est mené à quelque chose de bien. Exactement. Parfois, les choses qui font peur, les choses difficiles, nous mènent exactement là où nous devons être. Hope acquiesça solennellement, puis courut rejoindre ses frères, oubliant déjà sa blessure. Caleb aida Ruth à se relever et lui tenant la main, ils regardèrent leurs enfants jouer. Tu es une bonne mère, dit-il à voix basse. J'ai appris de la meilleure, de ta mère et de toi, en voyant à quel point tu aimes ces enfants de tout ton être. Ruth lui serra la main. Nous avons construit une belle vie, Caleb. Contre toute attente, nous avons créé quelque chose de magnifique. C'est vrai. Il porta sa main à ses lèvres et l'embrassa. Et nous n'avons pas encore fini. Non, je pensais que le ranch pourrait avoir besoin de plus d'aide dans quelques années, et Hope réclame une autre sœur. Ruth rit. Est-ce que tu me demandes ce que je crois que tu me demandes? Je te demande si tu aimerais avoir un autre enfant avec moi, Madame Thornton. Caleb Thornton, tu es très audacieux. C'est un oui? Ruth le regarda. Cet homme qui lui avait sauvé la vie, qui s'était battu pour elle, qui lui avait donné tout ce qu'elle avait toujours désiré et plus encore. C'est oui, s'écria-t-il en la soulevant dans ses bras et en la faisant tournoyer sous les acclamations des enfants. Repose-moi, idiot, jamais. Je ne te laisserai jamais partir. Et tandis que le soleil se couchait sur les montagnes, peignant le monde d'or, de roses et de promesses, Ruth sut qu'il était sincère. Elle avait traversé le feu pour en arriver là. Elle avait été brisée, vendue, abandonnée, persécutée. Elle avait perdu espoir tant de fois qu'elle en avait perdu le compte. Mais elle avait survécu. Plus que survivre, elle avait prospéré. Et maintenant, entourée de la famille qu'elle avait construite, de l'amour qu'elle avait trouvé, de la vie qu'elle n'avait jamais osé rêver. Ruth Mercer Thornton comprit enfin quelque chose qu'elle avait cherché toute sa vie. Elle n'était pas sale, elle n'était pas brisée, elle n'était pas une marchandise endommagée à vendre aux plus offrants. Elle était belle, elle avait toujours été belle, et maintenant, enfin, elle le croyait. Non pas parce qu'un homme le lui avait dit, non pas parce qu'elle avait prouvé qu'elle en était digne, mais parce qu'elle avait traversé la nuit la plus sombre de son âme et qu'elle était sortie à la lumière, parce qu'elle avait choisi de survivre, parce qu'elle avait choisi d'aimer, parce qu'elle s'était choisie elle-même, et Ruth savait que c'était la plus grande victoire de toutes. Lorsque les étoiles commencèrent à apparaître dans le ciel assombri, elle rassembla ses enfants et les emmena à l'intérieur, où la chaleur, la lumière et l'amour les attendaient, où leur foyer les attendait. Si cette histoire a croisé votre chemin, abonnez-vous et revenez, car la poussière de l'Ouest n'a pas encore fini de raconter sa vérité. Ce voyage ne se termine pas, il change simplement de cap. Abonnez-vous et suivez-moi vers la prochaine frontière.